Top Sport les amis, on est de retour sur le stream comme tous les lundis à partir de 16h30, votre rendez-vous sport, tous les lundis en direct, je l'ai déjà dit, on peut le dire, la maison des sports, je le dis depuis la semaine dernière, en tout cas est bien squattée par la First Team depuis le début de cette saison, et notamment l'homme qui murmure à l'oreille de Thierry du Sautoir, monsieur Thomas Dufan. Absolument, Titi et moi on est devenus très potes depuis le fait qu'on se soit croisés à l'aéroport, puis ensuite dans la night, donc ravi de pouvoir donner la parole d'évangile, enfin celle de Thierry du Sautoir surtout au sein du plateau. Une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois que tu le fais. Et à mon avis, je pense que c'est une nouvelle carrière qui t'attend là. Ouais, c'est possible. Du côté bureau ovale. J'hésite encore une mêlée arrière, on hésite. En face de toi, l'homme qui ne nous parlera pas, lui, de sport d'hiver aujourd'hui, c'est monsieur Paul. Ça va très bien et j'aurais pu en parler. C'est vrai. Beaux résultats notamment en biathlon ce week-end, mais essayons de donner la place. La maison des sports, c'est donc tous les sports, monsieur. Et on parlera d'autres choses. Et surtout ceux qui comptent. Surtout ceux qui comptent. Hein. Et aujourd'hui, on parlera d'autre chose et de quelque chose de très intéressant. D'accord. Je trouve. On garde le suspense. Peut-être pas assez mis en avant, mais ce sera un autre débat. Peut-être qu'on parlera même pas dans cette émission. Et des choix de Pochettino, sans doute. C'est possible. L'homme en face de toi qui risque de mettre un nouveau tir cette semaine par contre à Saint-Etienne, c'est bien Tom Tiramino. Salut Tom. Ouais, non, je vais me calmer sur Saint-Etienne vu que mon équipe c'est pas mieux, donc je pense que je vais plutôt mettre des tacles à Lyon maintenant. Je pense qu'ils le méritent. C'est vrai que c'est une difficile période pour les supporters lyonnais. On va chercher un bon point à Bordeaux quand même. Oui. Content de pas perdre, ça y est, on en est là. Merci Peter. Tout le monde était passé sur Bordeaux, sauf l'OM et l'OL. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous réunit. Et puis en face de Tom, eh bien l'homme qui crée des contenus originaux sur le tennis, notre spécialiste notamment tennis ici à House of Sport, c'est bien sûr Antoine Beneteau. Salut Antoine. Salut tout le monde, je suis ravi de revenir. J'ai mis mon pull de Noël. C'est vrai, il est très beau. Ça y est, c'est la période. Il est très sobre, je trouve, pour un pull de Noël. On a eu des gens qui ont fait des émissions avec nous qui avaient des pulls de Noël bien plus excentriques. Oui, il est pas moche. C'était ça. C'était bravo. J'ai déjà du pull de Noël des Cavaliers qu'on avait il y a quelques années que tu mettais en émission. Je l'ai mis qu'une fois, et puis depuis il est rangé bien au fond. Tu n'as jamais ressenti. Notre ami Thibaut Bézérian qui nous avait mis celui du PSG une fois sur la classe. C'est à celui-là que je pensais. C'est à celui-ci que je pensais. C'est vrai qu'il a marqué mes esprits. Je ne l'oublierai jamais, celui-ci, je pense. Ça va les gars, vous avez passé un bon week-end de sport? Vous êtes régalés? Ouais, énorme. Magnifique. Moi sur le marché des cryptos, mais sinon ça se passe bien. En termes de sport, c'était bien. Après First Team Food, First Team Crypto, ce sera peut-être le prochain projet. Je vous le souhaite, les gars. Je vous le souhaite bien évidemment. On va faire un tour d'horizon bien sûr de l'actualité de ce week-end. On commencera d'ailleurs par ça. On va avoir un super beau programme avec la perf de la semaine. On va parler de Formule 1. Moi, ça me régale toujours quand on parle de Formule 1. On l'a fait ce matin pendant près de 2h30. C'est pour ça qu'on a tous des cernes autour de ce plateau. Et on va continuer. On va en discuter ensemble. Il y aura bien sûr un grand sujet tennis. Ce sera le dossier de la semaine. On va parler de la Coupe Davis. Est-ce que la Coupe Davis s'est suicidée? Est-ce que la Coupe Davis part en fumée? Antoine nous en parlera. Tom aussi également à son avis. Et Tom d'ailleurs nous a concocté une chronique sur le tennis français. Antoine, t'inquiète pas. Il est positif, il est parti voir le psy, paraît-il. Il est positif, ça va mieux. Les médocs font effet. Je t'en dis pas plus, j'ai lu le script, ça devrait aller mieux que les fois bien sûr précédentes. Voilà, tranquillement, posez-vous, détendez-vous. On fait un bisou à Erwan quand même. Bah ouais, j'allais dire, personne ne fait un shout-out si. Comment tu poses la question où il est? Un peu souffrant aujourd'hui, j'espère le revoir enfin. La maladie de l'amour a fait l'effet apparemment. J'espère qu'il nous regarde. J'espère qu'il nous regarde. J'espère qu'il ne regarde pas du coup. Il y a son fils là qui commence à tousser et perdre un peu de la voix et je me suis demandé s'il n'y avait pas une réunion familiale ce week-end. De tous les mots de First Team. À chaque fois. Le cluster, c'est toi la belette. Non, comment c'était quoi le pangolin? C'était le pangolin, pardon. La belette, n'importe quoi. C'était une traduction. Ça fonctionne aussi. Une traduction un peu hasardeuse. Allez les amis, on regarde tout de suite justement ce qui a retenu notre attention tout au long de ce week-end. Un grand week-end de sport. On en parle tout de suite avec les news. Et je ne résiste pas à me retourner vers toi, Tom. Pour parler rugby, parce que on l'a dit, tu es l'homme qui murmure à l'oreille de Thierry ce soir. La caution rugby. Et il y a quand même un grand buzz dans le monde rugby France, en tout cas tout au long de cette journée. C'est Teddy Thomas qui pourrait s'engager avec La Rochelle en fin de saison, et ça personne ne l'a vu venir. Quel incroyable nom de famille. Commençons par ça. Saint-Thomas d'Aquin encore une fois est là, et tant qu'il n'a pas déménagé, on peut imaginer qu'il reste au sein du Racing. Non, c'est la grosse info qui est sortie sur Sud Radio ce week-end, confirmée par l'équipe ce week-end justement. Et donc Teddy Thomas, l'ailier star de l'équipe de France notamment, et du top 14,
devrait s'engager à La Rochelle pour un contrat de 3 ans. Alors, honnêtement, c'est une grosse info, puisque lui, qui était depuis 8 ans au sein du Racing, et qui, l'été dernier, avait prolongé d'1 an son contrat, puisqu'il avait envie de jouer avec son pote Gaël Ficou, qu'on connaît aussi en équipe de France, eh bien, devrait donc être transféré, en tout cas signé, puisqu'il est en fin de contrat, du côté de La Rochelle. C'est un gros coup pour La Rochelle, on connaît tous cet énorme projet, c'est une équipe qui souhaite gagner le top 14, qui souhaite gagner aussi des compétitions européennes, absolument, pour les deux. 80 minutes de gagner, mais... À 80 minutes de gagner un match entier, quoi. Il était à ça. La précision était un peu plus fort ce soir-là. Ouais, c'est clair. Il va retrouver, qui retire notamment Brice Dulin, aussi, qu'on connaît très bien. Mais on va surtout parler de Teddy Thomas, qui, avec cette annonce, en tout cas cette info qui a fuité, eh bien, ça nous a permis de nous replonger un peu dans sa carrière, puisque lui qui est formé au BO, le Biarritz Olympique, est arrivé... Tom, toi, le ah oui, absolument, j'adore Biarritz. Pour club de cœur, d'ailleurs. Non, moi, nous, on est plutôt Bayonne dans la famille. Plutôt Bayonne, alors que Erwan, par exemple, est pour le BO. Oui, pour le BO. Il aime bien le dire, à chaque fois qu'on en parle, d'ailleurs. On voulait se replonger un peu dans cette période Teddy Thomas et du Racing, parce que on a l'impression que c'est un énorme gâchis. Alors, le Racing 92 a gagné le bouclier de Brennus en 2016. Lui, en termes de performance, en tout cas au niveau des essais, parce que c'est un grand attaquant, fait partie des meilleurs mondiaux, on pourrait le dire comme ça, en tout cas en termes d'efficacité. On parle quand même alors je retrouve 54 essais en 98 matchs, personne ne fait mieux. En top 14, tout simplement. Mais il a été aussi beaucoup blessé. Si on lisse sur toutes ces saisons, on parle de 12 matchs en moyenne par saison. Juste pour comparer, il y a son coéquipier Henri Chavancy qui en a joué 180, plus de 180. Ah oui, donc voilà la différence. Donc souvent blessé notre ami Thomas. On connaît ça. Absolument. Et en discutant avec les copains de Bureau Oval, parce qu'il faut leur rendre hommage. Donc, parce que tu parles pas qu'avec Thierry du Sautoir. Et donc Titi aussi, c'est clair. Emric aussi, bien sûr. Et n'oubliez pas Joseph. Il nous disait justement qu'il y a 8 ans, son transfert avait fait grand bruit parce que à l'époque, c'était la plus grosse indemnité de transfert. Et dans le rugby, on sait, contrairement au foot par exemple, qu'il y en a beaucoup moins des indemnités de transfert. Donc ça avait fait beaucoup parler. Donc du coup, on peut dire que c'est un passage mitigé, mais je voulais surtout vous sortir cette déclaration de Jackie Lorenzetti, le propriétaire du Racing 92, qui a dit la problématique autour de Teddy, c'est un peu long, mais écoutez, c'est fantastique. Ouais, vas-y. La problématique autour de Teddy Thomas est particulière. C'est un joueur exceptionnel. Lorsqu'on l'a recruté, avant de me décider, j'avais eu une discussion avec Serge Blanco. Il m'avait dit, tu peux faire une fabuleuse affaire pour le Racing, le sport et l'équipe de France... Oui, c'est bien ça. Le sport et l'équipe de France, c'est un joueur pétri de qualité, il est doué, il peut devenir le meilleur joueur du monde, à condition que tu trouves la clé. Je ne l'ai pas trouvé et je crains de ne pas la trouver. Si tu arrives à ouvrir le temple de la performance, ce sera top. Au bout de 7 ans, on n'a pas réussi à trouver la clé. Des aveux terribles. Au bout de 7 ans. Terrible. Et très très bon conseil de Serge Blanco. Ouais. On n'hésitera pas à le suivre, bien sûr, pour investir dans les semaines qui viennent. C'est clair. Donc voilà, on a fait le tour pour tout ça. Paris risqué, du coup, pour La Rochelle, un petit peu. La Rochelle qui a du pognon. Et donc qui va chercher des stars pour son effectif. Alors Paris risqué, ce qui était un peu étonnant, c'est qu'il avait plutôt annoncé qu'il allait vers le Stade Toulousain. Ouais. Pour retourner au soleil. Finalement, il va retrouver la côte atlantique à La Rochelle. Donc, on verra comment ça se passait. On n'y est pas encore. On n'est qu'à Noël. Mais monsieur souvent blessé, monsieur aussi souvent décrié en équipe de France. On en parlait avec Polo juste à l'heure. Non, mais tout à l'heure. Mais je repensais, tu sais qu'à La Rochelle, il y a du soleil aussi. Le microclimat de l'île de Ré fonctionne parfaitement bien. J'ai pu le tester à plusieurs reprises. Menteur. Il y avait quand même 20 ans. C'est une région très très agréable. Exactement. J'ai du mal à me remettre de ce petit tacle au Rochelet. Ah ouais, tant que ça, pourquoi Non, pas un petit tacle, mais un petit pic. Oh, oui. Tu sais, les susceptibilités régionales, il faut faire très très attention en ce moment, surtout dans le rugby. Tu sais, il y a souvent ce point que j'aime toujours dire. Tu sais, dans le rugby, quand un mec est beaucoup blessé et qu'il change de club, il y a la jurisprudence Wilkinson. On en a souvent parlé ici. Newcastle, il était blessé, il était dans la grisaille. Il est parti vers le sud, vers Toulon. Il a relancé complètement sa carrière. Biarritz, La Rochelle, il n'y a qu'un pas pour être heureux pour notre ami Teddy. Ça marche dans l'autre sens, puisque Lionel Messi aurait dit à son ami Luis Suarez qu'il n'aimait pas jouer dans le froid et sous la neige à Paris. Donc, oui, et puis regarde, il y a un autre bon cas, c'est Sergio Ramos qui est venu chercher la grisaille et malheureusement il a un petit peu disparu, mais c'est une autre discipline. Voilà, exactement. Merci pour ce bon rugby, c'est toujours agréable de t'entendre parler rugby. J'ai hâte que tu lances ta chaîne Twitch sur le rugby, franchement. Ça s'appelle Bureau Oval d'ailleurs.
non déposé, donc on va y aller. Oui, c'est vrai, t'as raison, tant qu'à faire. Un petit mot de football avec toi, Tom. C'est pas parce que t'es lyonnais qu'on va te demander de commenter cette info, mais c'est officiel, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. La deuxième info, c'est que Pascal Duprat est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Je ne sais pas laquelle des deux fait le plus peur, en tout cas, de ces deux infos. En tout cas, celle qui fait plaisir, c'est que Claude Puel ne soit plus entraîneur en Ligue 1. Non, ouais, c'est la défaite de trop pour Saint-Etienne, déjà la 9e cette saison. On sait que la lettre de démission de Claude Puel était écrite il y a un mois. C'est l'équipe qui disait ça ce matin. Sauf qu'il y a un mois, il a enchaîné 2 victoires de suite. Et du coup, ils se sont dit qu'ils pouvaient peut-être le garder un peu plus. Bon. Ça n'a pas duré très longtemps. La fessée 5-0 à domicile, elle fait mal, surtout pour les supporters qui étaient déjà bien tendus. Donc prendre un triplé en plus par un Lyonnais, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Terrier qui n'a jamais fait ça avec Lyon, je le rappelle. Mais du coup, oui, Claude Puel qui s'en va, puis ça fait réfléchir à deux choses. La première, c'est que je pense que Claude Puel n'a plus les épaules pour entraîner une grande équipe. Alors, il a toujours eu la jurisprudence de son passage à Lille. Après, il est venu à Lyon, ça s'est mal passé. Il est parti en Angleterre, ça s'est pas bien passé. À Leicester, il s'est fait couper pareil en courte saison. Il arrive à Saint-Etienne en parlant d'un projet. Finalement, on n'en voit pas les prémices. Donc, je pense que c'est un coach qui est un peu dépassé. Le deuxième truc un peu plus inquiétant, c'est le club. C'est quand même un club historique. Alors nous Lyonnais, on est toujours contents de voir Saint-Etienne perdre, mais là, c'est pire que perdre. C'est son dernier. C'est quand même un club mythique qui pourrait descendre, qui trouve pas de racheteur, donc ils sont quand même dans une situation qui est assez catastrophique et le changement de coach, je pense, ne pourra peut-être pas sauver le club cette saison-là, donc c'est assez inquiétant. Je pense qu'on a dit la même chose, mais au-delà de toute rivalité, toute velléité qu'il peut y avoir entre supporters et clubs, de toute façon de manière globale, voir la Saint-Etienne potentiellement reléguée, je trouve ça d'une tristesse absolue pour la Ligue 1. Et après, c'est arrivé à tellement de grands clubs, tu vois. On se souvient que Monaco est descendu. Saint-Étienne, absolument, Saint-Étienne. On pense à Monaco, à Nantes. Ça va arriver à Bordeaux bientôt. Ça va bientôt, très vite même. Très vite. Ça va pas y arriver au PSG. Très vite. Non, ça c'est sûr. Non, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que Claude Puel il cristallisait, on va dire, les critiques des supporters à juste titre, parce qu'il y a eu des choix l'année dernière, notamment faits vis-à-vis de certains cadres qui étaient un petit peu compliqués et qui ont été discutés. Moi, comme tu l'as très bien dit, Tom, j'ai l'impression que c'est pas le changement d'entraîneur qui va sauver Saint-Etienne. On rappelle que Saint-Etienne est officiellement à vendre depuis maintenant 10 ans, qu'on n'a pas investi dans le mercato d'été justement pour, on va dire, dépenser le moins en vue de vendre et essayer de faire une sorte de plus-value. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment tout en haut dans la hiérarchie, en tout cas dans la direction du club, qu'il faut couper des têtes et trouver des solutions. On a vu un investisseur russe, je crois, qui était au stade il y a 15 jours. C'est quand même une situation très très inquiétante et on a l'impression que tant que cette vente n'est pas réglée, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de solution sportive pour la SSE. Le problème, ce sont les joueurs ou ce sont... Ça a été les joueurs. Okay. Parce que mine de rien, les cadres, quand Puel avait mis Cazerie de côté, quand il avait mis Ruffier, exactement, voilà, il faut dire que les joueurs, par exemple, avaient choisi au départ de Jean-Louis Gasset, ils avaient choisi eux-mêmes le coach pour être un peu tranquille, etc. Et c'était l'armée mexicaine, ça avait été une catastrophe. Et quand Puel était arrivé, il avait essayé de remettre de l'ordre justement dans la maison stéphanoise. Sauf que lancer des jeunes. Lancer des jeunes, sauf qu'il était peut-être à l'époque peut-être un peu trop fort, s'était coupé de certains talents, de certaines personnes, on va dire, de joueurs d'expérience. Et aujourd'hui, bon, il en paye les pots cassés. Il n'a pas non plus montré des velléités de jeu, Claude Puel, du côté de la Saint-Etienne, qui ont été extraordinaires. Le problème, c'est quand tu es un coach comme ça qui n'a pas forcément d'idée, il faut au moins que tu aies un plan de jeu solide. Et lui, il n'a aucun des deux. Ça me fait un peu penser à Peter Bosz en ce moment avec Lyon, où on nous a promis 2 jeux, il ne se passe rien, et tu te prends autant de buts. Et Saint-Etienne, aujourd'hui, n'a pas besoin d'un projet à l'instant T. Ils ont besoin de gagner des points. Et pour gagner des points, tu l'as dit, il y a Pascal Duprat qui va arriver, c'est un peu sa spécialité de récupérer les clubs au fond du gouffre. La fameuse mission. À la Comboiré. Avec Caen, c'est quand son dernier club, ça s'est pas très bien passé. Très mal fini, c'est un gars en tout cas qui a des discours et qui va peut-être faire transcender un peu le club. Il va au moins essayer d'aller chercher cet esprit d'équipe qui peut mobiliser faire les au lieu de perdre 1-0 à la dernière minute, on fait le match nul qui fait qu'on gagne quand même des points. Il est quand même un peu coutumier du fait. C'est une bonne personne pour aller chercher ça. S'il ne peut pas aller chercher un niveau de jeu supplémentaire chez ses joueurs, au moins il peut faire ça. Vrai supplément d'âme. Et puis il y a un truc avec cette Ligue 1, c'est que quand tu regardes le classement, il n'y a rien qui est fait. Non, c'est vrai. T'enchaînes une série et tu te remets à flot, quoi. Voilà, à part le titre, mais en tout cas pour la bataille pour le maintien, Saint-Étienne est donc dernier, ils sont à 12 points, Metz à 12 points, Clermont 18e, 14 points, Bordeaux 14 points, Loriot 15 points, 3, 16 points. J'ai envie de te dire,
il y a encore Oui, il y a moyen de le moyenner, faire. quoi. Ouais, il y a- Voilà. il y a moyen de le faire. Voilà. C'est quand même beau le foot, les gars, parce que Pascal Duprat, il y a quelques semaines, il a eu une proposition du Red Star qui l'a fait beaucoup réfléchir. Finalement, il a dit non et il se retrouve à Saint-Etienne. C'est pas encore fait. Hein. Ah, oui, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était officiel. Tu pas vois. encore Ah, fait. ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas Il encore s'est fait. Fortement C'est pressenti. oui, voilà. probable avec Fortement pressenti. David Guillon, l'ancien entraîneur de Reims. D'accord, Mais c'est ok. Pascal Guillaume qui a Duprat, des idées quand même sur le jeu. hein. Plus d'idées. Beaucoup Absolument. plus d'idées que Pascal Duprat sur le jeu. Bon, ça relou peut être- d'arriver juste avant Noël pour insuffler des idées dans un club. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on suivra le dossier stéphanois avec toi, mon cher Tom. Moi, je voulais vous parler, je reste sur le foot, je voulais vous parler d'une rencontre. Alors, ça prête à sourire, mais franchement, il y a. Mine de rien, ça serait en France, ça serait chez nous. Je suis pas sûr qu'on en sourirait. Il y avait le fameux match en Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Match spectaculaire, remporté 3-2 par le Bayern. Sauf que les joueurs du Borussia n'ont pas digéré l'arbitrage de la rencontre. Alors c'est vrai qu'on s'est fait les images tout à l'heure. Il y a des raisons. Il y a des raisons de douter. Il y a des raisons de douter, mais c'est abyssal de voir ça. Dans un championnat comme la Bundesliga, dans un match, on va dire, aussi important que des confrontations entre Dortmund et le Bayern Munich. Alors, on va vous faire un petit récap de ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas les images, on n'a toujours pas payé les droits de la Bundesliga. Et de quoi que ce soit, t'as bien raison On a Antoine. le tennis, t'inquiète. Au final, la Coupe Davis en direct. Je sais toujours pas sur quelle chaîne c'est passé, mais on a les droits. On a un petit tournoi futur là. On a les droits. Qui va arriver, mais on vous en dira un petit peu plus tard. Donc voilà, grosso modo. Alors déjà, il y a l'entraîneur du Borussia, Marco Rose, qui a été exclu pendant la rencontre, et Erwin Haaland, a complètement provoqué un scandale en grosso modo regrettant un penalty qui a été non sifflé pour Marco Reus et le comportement qui juge arrogant de la part notamment de l'arbitre Félix Zweier. Alors ce fameux Félix Zweier, il s'est, si tu veux, fait un peu attraper par la patrouille. Il a été accusé notamment par un joueur du Borussia Dortmund d'être impliqué déjà dans un précédent, dans un scandale. C'est Jude Bellingham notamment après la rencontre qui a dit Hummels ne regarde même pas le ballon, il est au duel, ça lui tombe dessus, il y a d'autres situations dans ce match. Vous donnez le plus gros match du championnat, un arbitre qui a déjà été sanctionné pour corruption. À quoi pouvez-vous vous attendre? Mais les pieds, donc. Il met clairement les pieds. Il a 18 piges. le gars. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est international. Alors, Somme international, Bellingham, il fait référence à un scandale de match truqué qui avait touché la Bundesliga, la deuxième division de Bundesliga en 2005. Et M. Zweier était alors arbitre assistant. Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Il avait accepté, écoutez bien, un pot de vin de 300 €. Il n'y a pas de, de petit 300 profit, hein. €. Juste avant Noël. De la part de l'arbitre principal d'un match où il devait officier. Il avait écopé à ce moment-là d'une suspension de 6 mois et avait été caché par les instances allemandes et révélé par la suite par le quotidien Die Zeit. Cela n'avait pas empêché, bien sûr, M. Zweier de faire carrière en officiant notamment sur 22 matchs de Ligue des Champions. Voilà, Mais un problème, il n'y a pas la Juve et il n'y a pas l'OM dans cette division. Oui, oui. Non, bon, on était tranquille, mais... Comme quoi, ça ne touche pas que ces deux équipes-là, apparemment. Enfin voilà, le match, on a vu les images, je vais vous faire réagir là-dessus. C'est un match exceptionnel. C'est quand tu lis les résultats, ça a l'air exceptionnel. Quand tu regardes les faits, il y a quand même un énorme doute. C'est fou que ça puisse arriver en Allemagne, en Bundesliga, sur un tel match quelque part. Moi, je te confirme complètement parce que au-delà du match qui était fantastique, tous les grands ont marqué, donc Haaland et Lewandowski, il y a surtout cette idée que d'un côté, il y a une énorme faute de Lucas Hernandez. Franchement, énorme faute. Il y a péno, il n'y a même pas besoin d'aller regarder la vidéo Même pas pour besoin de siffler la péno. VAR, c'est clair. Non, il dit 6 mètres. Et puis derrière, la main, elle est vraiment difficile à percevoir à vitesse réelle. Mais là, par contre, Là, on il la appelle. siffle. Donc c'est Ouais. d'un côté, Hummels, moi j'ai pas de souci sur le péno, mais ce qui m'étonne, c'est que 5 minutes avant, ou enfin quelques minutes avant, il y a un énorme péno sur Marco Reus. Donc il est là, en fait, il est là le truc qu'on pourrait se demander si le match n'était pas truqué. Bon, j'ai quand même du mal à y croire. Je pense juste que l'arbitre est nul. C'est ça, moi la question que Tom soulève, elle est intéressante, c'est qu'au-delà d'éventuels matchs truqués ou d'arbitres corrompus, il y a quand même dans le plus grand match de l'année côté allemand, côté championnat d'Allemagne, 2 erreurs manifestes dans un sens unique dans ce match-là. Ce qui est fou, c'est qu'avec la VAR, tu dois le voir qu'il y a penalty. Et avec la VAR, tu peux même te dire que la main de Hummels, elle est involontaire, au pire inexistante. Donc moi, ce qui m'échappe, c'est que vraiment, au-delà de rentrer dans toute considération de corruption ou quoi, c'est de voir d'aussi grosses, d'aussi flagrantes fautes d'arbitrage, alors qu'on leur met à disposition des outils qui doivent justement supprimer tout ça. Donc bon, alors après, je n'irai pas jusqu'à confirmer les propos de Jude Bellingham, mais moi ce qui me révolte entre guillemets, parce que c'est une petite révolte, mais c'est de tu vois, on a ce match-là, un magnifique match sur le terrain, et le lendemain on ne parle que d'erreurs d'arbitrage encore une fois, quoi.
Pardon. Vas-y. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne devrait même pas pouvoir se poser la question et de se dire bah, tiens, cet arbitre, il a été pris la main dans le pot de confiture il y a quelques années. Il n'y a que dans le 100 mètres qu'on a le droit de faire ça, non? Ouais. Le Tour de France a une certaine époque. Non, Désolé. T'es arbitre, tu veux être arbitre, t'as été pris en train de prendre 300 balles pour. Enfin, c'est fini. Tu fini. n'es plus jamais, sur le terrain. Radio, ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça dans le sport. Il y a une espèce de ouais, ça va, c'est du sport, c'est pas grave. 2 ans, c'est bon, tu reviens. Ouais, T'as le droit à l'erreur, quoi. T'as le droit à l'erreur. Ouais. Je trouve que c'est un peu le même truc avec les Plus de 300, supporters. quoi. Le mec qui s'est fait choper, là, qui a acheté les bouteilles, bon, bah voilà, c'est fini comme en NBA. Allez, ça Ah dégage. ouais, c'est clair, Voilà. ça blague pas. Et donc, on devrait même pas avoir. Enfin, on rend possible ces situations-là et on rend possible après, justement, cette petite théorie du complot où on se dit eh oui, il y a peut-être eu trucage. Regardez, le mec, il avait été pris. Voilà, ça devrait même pas pouvoir exister. Ça marche aussi pour les instances, hein, quand on est en charge. Exactement. Ouais, de toute façon, ça révèle toutes les limites de la VAR. C'est qu'à partir du moment où tu peux mettre toutes les technologies que tu veux, ça reste l'humain qui décide. Et si l'humain est un arbitre comme celui-là, qui en plus, je pense, a un ego pas surdimensionné, mais qui dit j'ai décidé ça, il n'y a pas besoin de vérification, bah oui, là, ça pose problème. Pourquoi tu vas aller vérifier pour le Bayern et pourquoi tu vas pas aller vérifier pour Dortmund? C'est un peu ça le problème. Moi qui siffle la main, Ouais. il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la même mesure pour les deux côtés et que, évidemment, ça met un peu en relief le passé de cet entraîneur. Est-ce qu'on sait s'il a été contacté via son micro ou son oreillette? Alors, Et est-ce que, parce que parfois il y a discussion entre le camion, il peut dire non, viens voir. Et là, est-ce que c'est lui qui a dit non, mais je prends la Et décision? c'est intéressant ce que tu dis parce on n'a pas l'info, mais je pensais à quelque chose parce que c'est une info qui est sortie récemment, par exemple en France. On a appris que la direction technique, nationale de l'arbitrage, en France en tout cas, retirait des points aux arbitres qui étaient déjugés par la VAR. Et donc du coup, ça peut. Je te parle d'un sujet français. Terrible. Je te parle d'un C'est sujet pas français. possible, ça. Et je te jure que c'est vrai. C'est quelque chose qui est sorti là il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'un arbitre qui est observé et qui est déjugé par la VAR perd des points parce qu'il a pris la mauvaise décision. Et donc, à partir de là, tu peux imaginer plein de choses. sûr. Ah, On bien va pas sûr. rentrer dans la théorie du complot, mais tu peux penser que justement l'arbitre central va peut-être se fier plus à son jugement à lui plutôt qu'aller consulter la vidéo pour faire régner entre guillemets la justice, quoi. Voilà, tout Trop de simplement. conception, hein, toujours. Hein. On peut pas faire tout ça ensemble. C'est- Non. non. Il faut vraiment. Je suis derrière toi, je te tire dessus, tu sais. Un exemple, l'arbitrage au rugby. Il y Ouais, a, c'est le il y a meilleur. juste ça à faire. Complètement. Moi, je me fais des best-of, des punchlines, des arbitres Ouais, au ouais, rugby, mais alors, c'est top juste. 14, j'en ai C'est vu quelques-unes exceptionnel. passer aussi. Et Exactement. parfois, le mec il dit j'ai fait une erreur. L'explique, Voilà, C'est ce que je veux dire, de la pédagogie. c'est fantastique. Ce qui fait la différence, on parlait beaucoup de l'arbitrage vidéo à une époque, mais moi je trouve que ce qui fait la différence dans l'arbitrage de rugby, notamment dans le top 14, que nous on regarde beaucoup, surtout toi, Tom. D'autant plus. Bah, J'ai c'est la joué pédagogie 4 ans quand même. C'est la pédagogie Au des Stade arbitres. Rochelet, donc, Donc c'est déjà la proximité avec les joueurs. C'est les gens sont tutoyés. Il n'y a pas ce côté rapport gendarme, Exactement. mauvais gendarme qui vient t'arrêter. Le rapport aux joueurs et puis surtout voilà le fait de pouvoir assumer déjà pouvoir expliquer les décisions qu'ils prennent et pouvoir assumer aussi certaines erreurs. Je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Mais là on part de très très loin. Dès que ça parle un tout petit peu dès le début du match au rugby, les arbitres ils disent écoutez, ça fait 5 minutes que ça a commencé. Je vous donne mon sifflet si vous voulez arbitrer. Sinon, sinon vous prenez 10 mètres. Sinon, vous prenez une pénalité. Sinon, Il est temps de toute façon que le micro revienne sur les bien arbitres. sûr. Mais On en parle oui, tout le temps, c'est bien la sûr. première des choses. Ils l'ont fait une fois. Ils l'ont fait Regarde, qu'une ils l'ont fois. fait une T'as pas fois touché, et ça a été mythique. Ah, Et ça a c'est été mythique. Franchement, Oui, non, en mais fait, voilà, les tu vois. instances ont Attends, peur. ils l'ont non. fait une fois, rappelez-moi, mais je me souviens pas. C'était sur une finale de Coupe de la Ligue, ouais, tout à fait, Marseille, je de sais plus l'OM. quoi, mais, Ouais, exact. mais- Et- Randall, il j'ai pas avait- touché. Il J'ai n'avait pas pas touché, remis en hein. Coupe de France le micro. Il n'avait pas retesté en Coupe de France. Ah, ça, Aussi, je moi, peux pas te dire. ça me Ouais. dit J'ai quelque pas chose. touché. Mais je pense qu'on prend pas cette direction-là, vu que moi j'ai quand même lu aussi il y a quelques temps qu'on voulait automatiser les hors-jeux maintenant. Ouais. Genre même plus Semi-automatisé. ouais. semi-automatiser les D'accord. hors-jeux, donc Au moins là, on sera tranquille, non? on sera tranquille. Mais Si la bon, technologie marche, c'est pour le ça. coup, ça me dérange moins. Après, pour te dire, le micro, je pense malheureusement, peut-être au niveau de la LFP, niveau FFF, pour le moment, c'est niette. Et la preuve, c'est que c'est pareil, la direction nationale de l'arbitrage, aujourd'hui, interdit aussi, ou par exemple, aux arbitres d'aller s'exprimer auprès des médias. Il y a eu un cas un peu différent lors de l'arrêt du match entre l'OM et... Attends, j'ai lors de l'Olympico. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu une intervention, on va dire, pour aller dire à l'arbitre, va expliquer ce qui se passe, parce qu'Ola, c'est en train de raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, il est parti s'exprimer, ce qui avait
quand même faciliter la compréhension des choses, mais aujourd'hui les arbitres n'ont même pas le droit de s'exprimer, donc c'est ça qui est un petit peu aussi également un peu compliqué. En tout cas, c'est une belle tâche sur le championnat de Bundesliga. Juste pour info, Bellingham, alors il n'y a pas d'enquête autour de l'arbitre, c'est important de le dire. Par contre, Bellingham, lui, va devoir passer devant la commission de discipline qui a ouvert une enquête forcément vis-à-vis de ses propos. Riche incident. Voilà. Polo, je me retourne vers toi. On arrête avec le foot. On va parler un petit peu de handball. Les championnats du monde de handball féminin qui ont débuté en Espagne, mon cher Polo. Les Bleus qui jouaient la deuxième journée du tour préliminaire. Fais-nous un petit point sur l'entrée en compétition de nos Bleus avec un E. Écoute, c'est pas mal, Manu, c'est pas mal parce que après avoir fait une petite entame contre l'Angola où tout n'était pas folichon, mais l'équipe de France avait quand même gagné. Cette équipe de France a joué hier soir pendant le Grand Prix. D'ailleurs, c'était pas très pratique à suivre, mais ça a passé sur TMC. Et je voulais aussi le signaler, c'est en clair sur les chaînes du groupe TF1. Donc dès qu'il y a un match de l'équipe de France, le prochain est mardi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder. Donc l'équipe de France faisait son premier test contre la Slovénie et écoute, elle a plutôt bien gagné, hein, tout simplement. Elle menait 8-1 au bout de 16 minutes. Après, ils se sont rendus le match très facile. Une grosse défense, 2 gardiennes fabuleuses. On connaît Cléopâtre Darleux, mais il y a aussi Laura Glauser, la titulaire, qui est fantastique depuis ce début de championnat du monde. Donc écoute, pour l'équipe de France, qui avait quand même pris l'habitude de très mal commencer ses compétitions, et là, ça se passe bien. On te rappelle, cette équipe de France, championne olympique, vice-championne d'Europe, quand même l'une des favorites pour le titre mondial cette année. Elle se met dans les meilleures conditions. Il lui reste à jouer le Monténégro mardi soir pour ce dernier match du tour préliminaire. Après, il y aura un tour principal où elle devrait croiser la Russie, équipe qu'elle avait battue en finale des Jeux Olympiques. Et après, on verra, il y aura sûrement les quarts de finale, etc. Mais c'est important de gagner tous ces matchs pour surtout éviter la Norvège en quart de finale. C'était l'objectif d'Olivier Crumbles, le coach légendaire de cette équipe. Vraiment bien rentrer dans cette compétition pour éviter de déjà jouer la Norvège, parce que, j'en parlerai tout à l'heure, mais le tirage au sort a fait que les 4 derniers demi-finalistes des Jeux Olympiques sont dans la même partie de tableau. C'est incroyable. Donc voilà. Mais sinon, pour l'équipe de France, tout va bien. Seul petit bémol, c'est la blessure de Laura Flip hier. Blessée à la cheville, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va pouvoir revenir, mais c'est quand même un élément important de cette équipe. Donc voilà, mais sinon, à part ça, tout va bien. On espère une victoire face au Monténégro, qui normalement est plus abordable que la Slovénie mardi. Et puis on se tournera vers le tour préliminaire et la Russie, qui sera déjà le premier test pour cette équipe de France. En préparant cette émission, au-delà de l'équipe de France, on a cru comprendre aussi qu'il y avait quelques polémiques en marge de ce mondial, notamment sur le format de la compétition, polémique aussi sur le tirage au sort. Alors, la polémique, il y a la polémique officieuse, qui est ce tirage au sort un peu bizarre, avec notamment l'Espagne qui joue à domicile et le Danemark qui sont dans une partie de tableau hyper simple par rapport notamment à celle de l'équipe de France, qui a quand même la Suède, les Pays-Bas, la Norvège. Si je dis oui, la Norvège, c'est sûr, la Russie, qui sont les 4 des 5 meilleures équipes mondiales, peut-être. Donc voilà, bon, ça c'est officieux, mais par contre, ce qui est officiel, c'est que c'est la première année d'un format qui est passé de 24 équipes à 32. Donc vous imaginez, dans le handball déjà, donc même masculin. 8 équipes, c'est rare. Alors, non, 8 équipes de niveau international. Bien c'est sûr, ça que je veux dire. Ils ont mis des Donc, clubs. là, on a mis 32 équipes. Aussi, apparemment. 32 équipes de niveau international. Donc forcément, il y en a la moitié, voire plus, qui ne sont pas du niveau international. Ça donne des trucs assez fous. Ça donne des scores de basket, on ne va pas se mentir. Le Pays-Bas a joué ses 2 premiers matchs. Le premier contre l'Ouzbékistan, le deuxième contre Porto Rico. Premier résultat, 58-17. Deuxième résultat, 55-15. Pareil, la Norvège dans son groupe doit jouer contre l'Iran, et contre l'Iran, la Norvège a gagné 41-9, donc ça donne des scores un peu rocambolesques. On a vu beaucoup de personnalités du handball un peu s'élever contre ce format-là, qui est plus fait pour assouvir des envies, enfin des besoins économiques, plus que pour avoir une belle compétition. De réélection, et politique, évidemment. Des grandes instances. Donc voilà, ça grince un peu des dents, mais nous Français, on va se dire que c'est pas trop mal, parce qu'on a un premier groupe difficile qui nous met directement dans l'ambiance, on va dire entre guillemets. Donc contrairement justement aux Pays-Bas, qui étaient demi-finalistes des JO, eux, ils vont devoir attendre le tour principal pour monter en puissance. Nous, on est déjà dans le bain, et du coup, quand on va jouer contre des équipes un peu plus fortes, on sort après normalement. Donc il n'y a pas qu'au foot en fait, où on élargit bien sûr le format de compétition à de nouvelles nations. J'ai peur de dire une bêtise, c'est pas le Qatar qui avait monté une équipe comme ça de handball, et il y a beaucoup de Français notamment. Une équipe B française. Absolument. Ils étaient allés en finale du championnat du monde, et je crois qu'on avait gagné, c'est l'équipe de France qui avait gagné contre eux. Mais c'est vrai, il y avait l'équipe de France 1 contre l'équipe de France 2. Ils avaient une bonne équipe, il n'y avait pas que des naturalisés, mais oui, il y avait ça fait la part belle aux naturalisés. Ils avaient une bonne équipe. La compétition. Oui, c'est vrai, tu as raison, chez eux. Oui, chez eux. Et ils avaient payé du public.
pour être là. Pour qu'il y ait un peu de C'est-à-dire que monde. d'habitude, tu payes un ticket pour aller voir ton match. Là, on te paye pour y aller. J'aime l'idée. Et- T'imagines le jour Demandez où ça t'es au payé PSG, pour aller au si, parc Tu es payé pour aller au parc. pour être en Borelli tranquille et tout, Ouais, etc. payé pour aller au C'est pas mal, hein. PSG, ça c'est lourd ça aussi. Ça Ou peut à être la un finale de projet. Wimbledon. Il y a un Ça truc peut- à faire. On a un projet à aller. Il y a un qu'on truc à creuse. Abu Dhabi le week-end prochain, si tu peux t'arranger pour qu'on soit payé pour y aller, moi je suis ok, il n'y a pas de souci. Ça va falloir être trop gourmand, c'est tout. D'ailleurs, je vois dans le chat, vous nous posez la question, est-ce que vous avez parlé de Formule 1? Est-ce que vous avez parlé de Formule 1? On en parlera bien sûr tout à l'heure, ce sera la perf de la semaine. Est-ce que vous avez parlé de Lance PSG? Est-ce Oui, que vous avez parlé de Lance sûrement PSG? pas. On n'en parlera pas cette semaine. Voilà, très clairement. On peut féliciter la belle prestation des Lensois. Voilà, on peut, Oh, on putain, peut- on peut- on peut- merci on peut Polo, faire parce que que j'ai cru ça. que t'allais faire l'inverse, féliciter la prestation du PSG. Non, Du non, coup, ça là, ira, non. On part, voilà, c'est une émission sérieuse quand même. Antoine, je me retourne vers toi, parce qu'on va parler tennis. Et Bien grave. honnêtement, on voulait en faire un dossier de cette affaire-là, mais il y a beaucoup de dossiers niveau tennis, donc du coup on s'est concentré sur un autre dossier, c'est la Coupe Davis dont on parlera tout à l'heure. Prenons des nouvelles avec toi de la tenniswoman chinoise Peng Shuai, qui réapparaît un petit peu dans certains événements publics, elle qui n'avait pas donné signe de vie depuis début novembre. Est-ce qu'il faut croire à sa réelle liberté, à cette joueuse qui avait accusé un haut dignitaire chinois, je crois, d'agression sexuelle, de viol même, on va le dire. Dis-nous tout un petit peu, quelles sont les nouvelles? Petit retour déjà sur l'histoire. Donc c'était le 2 novembre où Peng Shuai, Shuai Peng, ça dépend, on ne sait jamais dans quel sens faut le dire. Mais, Nom, prénom ou prénom Comme nom. Nali et Lina. Exactement. Donc c'était le 2 novembre où la joueuse chinoise dit sur le réseau social Weibo, qui est Leur Twitter, l'équivalent de Twitter chinois, qui accusait de viol Zhang Gaoli, qui est l'ancien vice-premier ministre de la République chinoise, qui est aussi ancien membre du comité permanent, aussi pareil, les titres politiques là-bas en disent parfois un peu long sur la qualité de la démocratie chinoise. Son message est censuré au bout de 20 minutes sur le réseau social, et puis après s'en va des jours de silence. Il y a eu un communiqué qui a été fait sur l'équivalent du France Télé chinois, CCTV ça s'appelle. C'était un communiqué de presse un peu louche qui avait été fait, disant tout va bien, vous inquiétez pas, mais bon, pas fait par la joueuse. Donc là, des premiers messages étaient sortis. On a besoin de voir déjà des preuves de vie, dire qu'elle va bien physiquement. Donc là, il y avait eu une opération un petit peu. Donc il y a eu des photos prises dans sa chambre avec que des peluches dans le fond. Il y avait une vidéo au restaurant avec son coach qui rappelait la date à laquelle était prise la vidéo. Donc on était un peu en mode kidnapping au fin fond du Mexique avec la une du journal du jour. Donc voilà, il y a eu une apparition aussi lors d'un tournoi de jeunes où elle a fait une remise des prix. Mais pareil, on sentait que tout ça était très calculé. Très vite, la WTA, le président Steve Simon a été assez courageux et a dit pour l'instant, on considère ne plus organiser de tournoi en Chine. Et après, il y a eu le président du CIO, Barr, qui a fait une réunion en visio. Raymond. Voilà, Raymond vient très bien. Toujours la famille. Le professeur. Donc Thomas. Le président du CIO qui s'est entretenu avec elle par visio. Il y avait quand même un proche du régime chinois qui assistait au visio. On voyait en bas à droite sur le Zoom, c'était un lien Zoom. Voilà, on voit en haut, c'est les trois images au-dessus. Voilà, ce sont des membres du parti chinois qui contrôlent tout ça. Et puis là, la décision est tombée du côté de la WTA, du président Steve Simon, qui a décidé de retirer tous les tournois de Chine. Donc plus de tournois organisés jusqu'à nouvel ordre sur le circuit WTA. C'est très courageux, car c'est énormément d'argent pour les joueuses de tennis. En plus, il y a une pénurie de tournois sur le calendrier des tournois féminins. Donc là, c'est une vraie prise de parole très courageuse de la part de Steve Simon. Et voilà, on va pas se mentir, des Naomi Osaka, même des Serena Williams ont mis un petit peu de temps à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a eu, en revanche, les suiveurs du tennis, les journalistes, les consultants, eux, il y a eu ça a vraiment dépassé les frontières du tennis. En France, ça a fait la une de plusieurs, et puis même de Libé, de plusieurs quotidiens nationaux. On en a parlé dans les JT, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Il faut savoir que durant cette réunion avec Thomas Barr,
Les accusations de viol, on n'en a pas parlé. Ouais. Donc, pour l'instant, ces accusations-là, on ne sait pas ce qu'il en est. On sait que Peng Shuai est vivante. En revanche, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas si elle est libre de parler, on ne sait pas si elle est libre de ses mouvements. Tout ça, on ne sait pas. Et c'est vrai que ça inquiète énormément la communauté internationale du sport. Est-ce que tu penses que justement Steve Simons peut aller jusqu'au bout? Parce que tu l'as dit, il y a quand même... Alors, il y a des grandes histoires forcément d'argent, des intérêts économiques très importants, des intérêts politiques et géopolitiques aussi quelque part. On sait que la Chine est de plus en plus impliquée, notamment dans le sport. Est-ce que toi, tu es optimiste sur le fait que justement la WTA aille jusqu'au bout dans sa volonté d'écarter un petit peu la Chine tant qu'on n'a pas de nouvelles précises et d'informations sérieuses à son sujet? Ou est-ce que tu penses qu'avec le temps, malheureusement, l'affaire pourrait se tasser? Ce qui est terrible, c'est que tout ça, ça se fait au détriment des joueuses. Je le disais, en Chine, c'est là-bas où il y avait de l'argent. Donc les joueuses étaient contentes d'avoir ces tournois-là, puisque le prize money était intéressant. Donc les premières lésées, ce sont les joueuses qui, elles, sont en soutien de Shuai Peng. Donc quand elles apportent leur soutien, c'est vrai qu'elles sont courageuses parce qu'elles disent, voilà, nous on est prêts à refuser cette manne d'argent. Donc c'est à la WTA de trouver des solutions pour ne pas être aussi dépendante de la Chine. Les étapes d'après, Steve Simon, la WTA, il a déjà retiré les tournois. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va pas suspendre toutes les joueuses chinoises, parce qu'encore une fois, ça va se faire au détriment d'êtres humains, des joueuses. Les étapes d'après, c'est que les États se saisissent de cette affaire et demandent... C'est pour ça que c'était important que le CIO s'empare du sujet, parce que c'est l'une des plus grandes instances du sport au monde. Sauf que en 2022, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Jeux Olympiques à Pyeongchang. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais donc les Jeux d'hiver. Donc, c'est vrai qu'il va pas prendre le risque de se fâcher aujourd'hui, alors que les Jeux Olympiques ont lieu l'an prochain. C'est à Pékin, les Jeux en plus. C'est pour le coup, on est au cœur du régime, du réacteur. Donc là, il est vraiment tenu. Donc, est-ce que maintenant, l'étape d'après, ça va être les États? Emmanuel Macron s'est exprimé. Je sais que voilà, ça fait du bruit. Je l'ai vu dans le New York Times, j'ai lu partout, on en parle partout. Sachant qu'on connaît aussi la susceptibilité des Chinois. On l'a vu en NBA avec Daryl Morey qui avait parlé négativement des Chinois et du coup la Chine s'était retirée du gouvernement chinois, du régime. Pas de la Chine, pas de la Chine, mais du gouvernement et du régime. Et les conséquences avaient été dramatiques puisqu'il s'était retiré de pas mal de contrats, notamment audiovisuels. Et donc la NBA avait perdu l'année d'après, je sais pas, 15 ou 20% de son chiffre d'affaires. Donc c'est complètement fou. Il avait dû s'excuser. Il avait dû s'excuser et pourtant il n'était pas forcément revenu. On le voit aussi avec au cinéma par exemple. Dès qu'on dit quelque chose de négatif pour les acteurs quand ils sont en tournée, ou si le film ne met pas forcément en avant la Chine, ils sont capables de refuser carrément le film sur le territoire. Donc il y a tout ça à prendre en compte et c'est pour ça qu'on dit que Mr. Simon, on va l'appeler par son prénom parce qu'il régale, a posé ses couilles, comme on dit dans le très vulgairement. Pyeongchang est en Corée, effectivement, c'est à Pékin. Oui, c'est Pékin, c'est Pékin. Pyeongchang en Corée. C'est toujours très étonnant, là aussi c'est pareil, c'est toujours très étonnant de voir des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, n'est-ce pas à Pékin? Pas trop, non. Après, quand tu vois comment... Purée de poids, à la limite. On verra mieux comme ça qu'à Quand tu Nagano. vois comment tous les sports aujourd'hui ont ouvert leur marché à la Chine, je veux dire, n'oublions jamais que l'année dernière, par exemple, sur Mediapro, il y avait une affiche de Ligue 1 qui était faite pour être diffusée à l'heure en prime time, on va dire. Mais toujours le dimanche 13h. Dimanche 13h, c'est la Ligue. Depuis l'année dernière, en tout cas. Donc, c'est là où c'est vrai que c'est très courageux de la part de Steve Simons, mais c'est là où tu te dis... Moi, je me demande, en t'écoutant nous expliquer justement ce récit, je me demande s'il n'y a pas des contre-pouvoirs qui vont aussi se mettre en branle, peut-être en coulisses, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, en termes de marché, c'est forcément pour la WTA. Il y a même des maillots qui sont écrits en chinois. Exactement. Oui, exactement. Mais ça, à la rigueur, moi, ça ne me pose pas de problème. Là, c'est du marketing, tu t'ouvres un nouveau marché. Le problème, c'est les conséquences dans le cas où il y a des affaires dramatiques comme celle-ci. C'est surtout ça. C'est toujours le problème quand on travaille et on donne accès à des événements sportifs qui sont censés rassembler les gens et il y a eu un Grand Prix ce week-end qui était en Arabie Saoudite et on n'est pas en accord avec... Et t'as vu le show, c'est du soft power. Exactement. Et on a vu combien Lewis aussi, c'est encore une fois
insurgé en mettant le casque, Le casque aux LGBT, couleurs ouais. LGBT, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc Exactement. on en verra de toute façon toujours Tout est politique. Tout est politique, absolument. Et ça, tu sais que ça serait un vrai sujet. On a commencé à l'aborder avec la Formule 1 justement et les implications de Lewis Hamilton, Sébastien Vettel aussi, qui a fait une course de karting féminin, avec des femmes. J'ai vu Exactement. ça, Je crois que les femmes ont le droit de conduire depuis 2-3 ans du côté de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que ça mériterait un débat. C'est est-ce qu'il vaut mieux ne pas aller dans ces pays-là pour ne pas justement rentrer dans cette politique de soft power, de communication, ou est-ce qu'il faut y aller et justement De l'intérieur. discuter, ouvrir la parole là-dessus, etc. Ça, J'ai c'est peur que vraiment les gens une ne question. réfléchissent même plus comme ça. Quand je Non. vois que la Coupe Davis va sûrement jouer à Abu Dhabi, je pense qu'il y a un moment, il y a la rentabilité qui rentre. Très Et clairement. après, bon, il y a tous les problèmes à côté, mais bon, tu rentres tellement de cash que, Ah ouais. j'ai l'impression que les gens se posent même plus la question. Et même quand tu parles de régler le problème de l'intérieur, je pense même pas qu'ils s'y attardent. Non, mais en tout cas, qu'on en malheureusement. parle et Mais- que ça offre une visibilité, si tu veux. Par exemple, Ouais. quand il y a eu les JO de Pékin, il y a eu, rappelle-toi, dans le monde entier, plein de manifestations. On a parlé des problèmes d'absence de démocratie, notamment du côté de la Chine. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu paradoxal. La Formule 1 est le meilleur exemple pour ça. C'est qu'aujourd'hui, organiser des événements sportifs coûte de plus en plus cher. On le sait avec les Jeux Olympiques de Paris Absolument, 2024 c'est qui clair. vont arriver tout à l'heure. Ce sera un petit Bientôt. un petit peu plus tard, mais ce sera dans pas très longtemps. Et que quelque part, les gouvernements aussi ont de plus en plus de mal, quand je parle des gouvernements, c'est plus occidentaux, à se lancer dans ces aventures-là. Pourquoi aujourd'hui, tu as un Grand Prix d'Arabie Saoudite et pourquoi on parle d'un Grand Prix de France qui est menacé ? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français ne veut pas sponsoriser ou en tout cas mettre du cash dans un événement qui n'est pas rentable. L'Arabie Saoudite en a besoin pour faire du soft power, de la communication et montrer qu'il est un grand pays. Et ça, c'est là où on va dire, on va peut-être rentrer dans un paradoxe. Mais ce sera un super débat, les gars, à faire ensemble. On a fait un J'ai peu. hâte. Hein. Mais oui, On n'aura c'est pas vrai, de ouais. réponse, c'est ça le souci, c'est que C'est vrai, t'as raison. on est aussi dans le train et on peut pas y faire grand chose. On Ouais. rappelle que le PSG est de Oui, dans oui, le c'est Qatar. vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. On continue d'aller au stade. Donc au bout d'un moment, on va Oui, donner mais des leçons à personne. bientôt, tu seras payé pour y aller. J'espère. Je suis en direct avec le prince. Hein. En NFT. Ouais, avec plaisir. Surtout, Pas oui, ce oui, week-end, oui. mais bref. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Merci Antoine en tout cas pour ce point. Vous étiez nombreux à nous le réclamer depuis plusieurs semaines et c'était important bien évidemment et bien que House of Sport se fasse également le relais de cette affaire. Voilà les amis pour les news. Ah si, non attends. J'oublie toujours. Ah oui. L'image de la semaine. Je sais même pas ce que c'est, je suis Alors, très curieux. en période Covid, vous allez halluciner, je pense. Vous allez halluciner. Voilà du Regardez populaire. ces images chez le championnat de Suède avec le titre de Malmö. Malmö, club Malmö en de Zlatan, bleu. Zlatan Ibrahimovic en bleu. J'imagine. Eh oui. On joue les toutes dernières secondes. Il n'avait besoin que d'un nul pour être champion. Coup de sifflet final. Et regardez comment les mecs se l'envahissement barrent du du terrain terrain. d'arbitre aussi. Alors, Incroyable. j'ose espérer qu'ils sont à la 7e ou 8e dose, nos amis. Oh, putain. Mais là, en tout cas, ils ont livré en pâture leurs joueurs à sans doute des conséquences dans les jours qui viennent qui risquent d'être assez compliquées. Les images sont magnifiques. mais Magnifique. c'est- Alors pour le coup, voilà, bon. je fais un peu le pisse froid, mais franchement, les images, elles sont absolument Selon splendides. Jean-Michel Lola, c'est un acte isolé. J'espère qu'ils vont prendre Biclo au prochain match. Hein, quand même. Ah, écoute, Fantastique. on peut pas encourager à faire ça en France non, parce qu'on non. a quelques soucis en ce moment. Bon après, peut-être qu'ils sont un peu Quel plus bordel. disciplinés que nous, les Suédois. Je ne sais pas. Je vais rentrer dans des clichés peut-être. Pleure et tout. Mais ces images sont extraordinaires. Et j'avoue que quand tu nous as envoyé les images, Tom, je les ai revues 3 ou 4 fois Ah ouais, parce que je trouvais ça c'est hallucinant. incroyable, mais C'était il y a incroyable. 5 ans, quoi, tu vois. C'est incroyable. Regarde. Ça rappelle le FC Nantes. Moi, j'ai des images de la Beaujoire où ça avait été pareil. Oui, t'as Pas de raison. confetti, pas de confetti. Dans le bon comme dans le Dans le mauvais mauvais d'ailleurs. sens, hein. Bah, Quand ils descendent aussi, hein. exactement, quand ils Mais descendent aussi. Moi, quand je vois ces images-là, ça me fait toujours penser à la Beaujoire. Je sais plus quelle année, je sais plus à quelle période, mais ça me fait toujours penser à ça, tu vois. Il n'y avait pas aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un titre de la Juve, où c'était d'ailleurs, je crois, une des traditions où les supporters descendaient sur la pelouse et les joueurs devaient se mettre finissaient en slip parce qu'ils donnaient Oui, les shorts, oui, ils donnaient tout. les chaussettes, Oui. les maillots et tout Del ce qui Piero s'ensuit. souvent un poil. Qui sortait en slip. En tout cas, ces images, on s'en lasse pas. Ouais. On était dessus, on s'est bien régalé en tout cas. Et bravo les Suédois. On dit bravo. On attendra de voir les conséquences, bien évidemment, de tout ça. Les amis, on va ouvrir tout de suite la perf de la semaine. Franchement, je pense que vous vous êtes régalés hier. On s'est régalé, magnifique. Manu. Vous C'est savez, le beau match de Ligue 1. Bravo. Bravo, Bordeaux. Bravo. il en peut plus des pistonnets Tom Dupont. Il en peut plus. Il ne peut plus voir la F1 en pâture et je le comprends. On ouvre tout de suite, bien sûr, la perf de la semaine. Ce duel Hamilton-Verstappen, on avait un rêve. Il est peut-être déjà exaucé.
Le lancement a été complètement foireux, on va essayer de se rattraper tout de suite. Hier, c'était la 21e manche du championnat du monde de Formule 1 pour cette saison 2021, avant-dernier Grand Prix d'une saison historique, palpitante, on en avait déjà parlé sur ce plateau. Et hier, on avait un rêve, je le disais, il y avait une possibilité, si Lewis Hamilton remportait ce Grand Prix devant Max Verstappen en faisant le meilleur tour, on avait bien un cas qui n'est plus arrivé depuis 1974, c'est-à-dire 2 pilotes à égalité avant le dernier Grand Prix. Ça y est, c'est officiel, c'est chose faite. En plus de ça, on a eu un Grand Prix complètement fou. Les gars, vous avez tous regardé le Grand Prix. Oh oui. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est vrai Très que c'est clairement. difficile. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que on va Ouais. lister un petit C'est peu les différents points. On a eu une course sur un circuit qu'on découvrait, une piste pour le coup très dangereuse et très étroite. 249 km de moyenne. De moyenne, Avec exactement. 25 virages, bravo les Ah bah, mecs. ouais, non, voilà. Et les virages. Des virages qui sont des lignes droites d'autoroute. hein. J'ai vu dans certains virages, il y a 12% d'inclinaison, quoi. Au cyclisme, c'est. Exactement. Regarde d'ailleurs sur celui-là qui est un peu banquier, là, un peu en banking, qui est juste dans la nuit. alors que j'ai. Oui, t'as raison, c'est moi, je t'ai induit en erreur. Ça fait longtemps que t'es dans l'audiovisuel, toi, Polo. Je connais un peu. C'est pas mal de mettre des télés derrière nous. En tout cas, voilà. Donc, il y a eu plusieurs faits. Ce circuit qui est complètement barjot et où parfois on a eu quelques frissons dans le week-end. On en parlait justement ce matin dans les pistonnés. Il y a eu cette bataille Hamilton-Verstappen avec nous on a parlé d'une tragédie en 5 actes. Alors il n'y a pas eu de mort, hein, vous inquiétez pas, tragédie c'est dans le sens bien évidemment sportif. La FIA, l'instance bien sûr censée réguler les règles, enfin réguler les règles, non, définir les règles, pardon, et les faire respecter, Réguler le sport. qui a été complètement dépassée par les événements et qui a fait des jugements à l'emporte-pièce. On a même vu une négociation sur des sanctions, ce qui était complètement lunaire et moi j'ai jamais vu ça dans le sport, ou à part peut-être dans des... Je crois que c'était prévu ça c'est prévu dans les règlements qu'ils puissent négocier directement avec les directeurs d'équipe. Et après, si jamais ils ne trouvent pas d'accord, ce sont les en fait, stewards. Alors, si vous voulez, on peut commencer par ça, mais il y a un. Moi, Commençons par ça, si vous voulez, les gars, parce que ça a déterminé beaucoup de choses après dans la course. Moi, ce ouais. qui m'a étonné, en fait, c'est pas qu'il y ait une négociation, c'est qu'elle soit rendue publique à l'instant T. Oui, moi, En fait, finalement, il y a une négociation dans le sport. Ouais. Non, mais moi, je suis très content en tant que spectateur. Attends, hier, je me suis régalé. De toute façon, après le deuxième drapeau rouge, je me suis dit, en fait, ils vont jamais repartir, ou alors ça va se clairement. terminer à 23h parce qu'il va y avoir accident sur accident. Quand il y a eu ce moment-là, on était tous sur le cul de ouf. Sauf que les négociations dans le sport ou entre les gens en règle générale, ça existe. Là, le truc, c'est que c'est rendu public. Et quand on voit la réaction de Jacques Villeneuve au micro, il dit, mais attends, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc, nous, évidemment, devant notre télé, on comprend encore moins ce qui se passe. Il n'empêche que je ne comprends toujours pas le choix, en fait, au-delà de la FIA, mais le choix de Red Bull de partir troisième. Moi aussi, je comprends pas ce choix. Bon, après, ça nous a donné peut-être la meilleure phase. Ce choix. On n'est pas non plus à la place de Christian Horner avec... C'était pas le pire des choix, visiblement. C'était pas le pire des choix. clairement. Moi, j'ai regardé le Grand Prix, mais sur Sky Sport, donc avec Ouais. le journaliste anglais qu'on voit dans Netflix. Ouais. dans Netflix. Qui ne lit pas des commentaires dans Netflix. Oui, hein. qui est Surtout pas, vraiment hein. en direct. Qui est au taquet justement, et donc le consultant disait que donc c'est pour ça que ça se fait justement ces négociations en direct, et qu'en fait Red Bull a accepté cette négo parce que si justement ceux qui sont censés plonger dans le règlement et tout ça se plongeaient sur l'incident qui avait eu lieu, le mec disait Red Bull devrait prendre ce truc-là parce que s'il regarde vraiment, Ah oui, il ils sont peut, en tort. il peut c'est ça, prendre il y a une encore grosse Il pire. était en tort, c'est c'est sûr. Il peut perdre encore pire. Si tu veux, il était en tort. Il était en tort, c'était sûr, mais la FIA a ouvert une boîte de Pandore avec cette négociation. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est écrit nulle part. Le fait qu'il puisse y avoir des négociations, enfin en tout cas, nous, ce qu'on a fait comme recherche depuis le Grand Prix hier, c'est écrit nulle part dans les règlements sportifs comme quoi on peut engager une négociation. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas écrit que t'as pas le droit de le faire. C'était pas ce que je veux dire de facto. C'est une zone grise, on va dire. C'était pas une vraie négo. Il leur a dit on vous propose ou alors les mecs regardent. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour reprendre un truc qu'on a dit ce pas matin une dans les négociation. pistonnés, quand tu te fais flasher à 165 sur l'autoroute A10 et que le policier arrive à ta fenêtre, toc, il te dit pas, bon écoutez monsieur, c'est soit retrait de permis et vous me laissez la voiture de côté, soit bon on va s'arranger, on va peut-être faire comme ça. Sauf que je t'appelle Manu Moine et que Oui, une resta. mais Mais là, mais j'ai pas le permis, monsieur. mais j'ai pas le permis. Voilà, pas le permis. Ils sont à la plage d'à côté, donc ça va. Donc voilà. Ça, vous soufflez dans le ballon. Ce qui est- Bon. ce qui est- Mais il est 10h30, ouais, mais justement. On vous connaît. On se connaît, voilà. Moi, si tu veux, c'est vrai que en réfléchissant après, bon, après il joue le championnat du monde, donc c'est quand même pas
c'est quand même pas rien. Peut-être qu'ils ont décidé de prendre la sécurité Red Bull. Maintenant, oui, tu as raison, ils auraient été sanctionnés quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que au restart de la course, si tu veux, s'il n'avait pas accepté cette pénalité, ce retrait de 3 places, il serait parti premier. Ocon était deuxième avec une voiture beaucoup plus lente que celle de Lewis Hamilton. Et on aurait pu imaginer la situation où, sur un circuit où il est difficile de doubler, Ocon fasse perdre du temps à Lewis Hamilton et Verstappen. Le restart juste avant. C'est un petit peu S'ils n'avaient pas pris le choix offert, comment il s'appelle, Verstappen serait reparti encore plus loin. Peut-être. Non, enfin, c'était la moins mauvaise si tu sais que tu solution. as 5 secondes, si tu sais que tu as 5 secondes de pénalité et que, après c'est de la mathématique, mais si tu as 5 secondes de pénalité et que tu sais que Esteban Ocon roule à peu près 1 seconde et demie moins vite que Lewis Hamilton, admettons qu'il reste bloqué, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 tours, Mais Manu, peut-être que tu peux avoir quelque chose. Tu sais, je te le dis, j'y ai pensé pendant la course et je me suis dit, non mais attends, toi t'es dans ton canapé, machin, truc et tout. Il y a un homme qui l'a dit, c'est Frédéric Vasseur, qui est le boss d'Alfa Romeo, qui a dit, moi, à la place de Christian Horner, j'accepte jamais ce deal-là. Moi, je sais pas. Alors, je suis pas un tacticien F1, mais ce que je vois, c'est l'écart monstrueux de performance entre l'Alpine et que ce soit la Red Bull de Verstappen ou les Mercedes. Et d'ailleurs, Ocon en fera les frais avec un Bottas qui a fondu sur lui en espace de 4 tours à la fin du Grand Prix. Donc moi, ce que je me dis, c'est que si Verstappen était parti premier, déjà, il aurait risqué une sanction de 10 voire 15 secondes, ça n'aurait pas été la même confiture, voire plus, je ne sais pas, je suis pas expert en réglementation. Et surtout, il aurait vu un Hamilton qui, s'il n'avait pas sauté Ocon au premier virage, comme il a failli déjà le faire, l'aurait sauté avec le DRS un tour plus loin. Parce que finalement, et moi ce que je regrette un peu avec ces Formule 1 et le fait qu'elles peuvent pas se suivre et que du coup le DRS prend une part tellement importante, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une voiture un peu moins performante devant et une voiture plus performante qui t'arrive derrière, le combat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille, et c'est impossible. Alors évidemment, il y en a entre la Red Bull de Verstappen qui est hyper performante et les Mercedes, mais sinon, par rapport aux autres, ça pouvait même pas faire office d'arbitre. Ocon ne pouvait même pas faire office d'arbitre, même si il a rien à se reprocher, je trouve, sur les différents restarts et sa manière de conduire hier. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu frustrant de manière du coup plus globale, quoi. J'ai juste une petite question, moi, c'est quand j'ai vu la scène hier, je me demandais pourquoi il demande à Red Bull. Je veux dire, quel mot à dire à Alpine et Mercedes dans la négociation, parce qu'ils demandent à Red Bull qui accepte ou refuse du coup, mais est-ce qu'ils ont demandé aussi aux 2 autres écuries? Oui. Ils ont j'ai pas écouté pour te dire, j'ai pas écouté les teams radio. Il était en direct avec toutes les. Oui, à un moment, d'ailleurs, il lui reproche à un moment donné, il lui dit non, mais j'ai appuyé pour tout le monde. Avec toutes les écuries. D'accord. Avec toutes les écuries. Donc, il dit à Red Bull, OK, on va faire ça, vous êtes OK. Il leur demande 1 minute de réflexion. Les mecs réfléchissent. Voilà. Trop de stress. Après, il dit ça. Même le mec de la FIA se trompe. Parce qu'au départ, il oublie de compter Exactement. Donc, ça a eu il y a un coup de bluff de Red Bull aussi. Alors, du coup, oui, exactement. La deuxième, il fait attends, je reviens vers vous. Exactement. Il n'y a pas un mec qui sait de quoi il parle. Exactement. Tu sens Red Bull qui dit putain, ils ont oublié Hamilton, on va repartir juste derrière Ocon. Et donc voilà, et après, ils reprennent. Donc, ça, c'est effectivement, ils ont eu cette discussion-là. Mais moi, pour revenir là-dessus sur le direct, et c'est ça qui est fantastique, et je me disais, mais le tennis, les instances du tennis devraient regarder ça, parce que le simple fait d'avoir en direct les réactions dans les écuries de Toto Wolff quand Hamilton lui rentre dans le cul de Verstappen et qui prend son casque et qui l'éclate. Slow-mo. C'est exceptionnel. Je voudrais que, par exemple, la Coupe Davis, le coach, enfin l'entraîneur, on dit coach. Pendant les matchs, capitaine, pendant les matchs, les coachs, ils se parlent. Moi, j'ai été pendant 2 ans et demi. Mais c'est pas grave. Tu dis toujours des trucs, tu donnes toujours des infos, tu discutes avec le prépa physique. Si t'as un truc sur toi, tu oublies que tu l'as. Ils voudront jamais le faire, non ? Mais pourquoi la Formule 1 ils acceptent? Pourquoi la Formule 1 ils acceptent le Netflix? Pourquoi ils acceptent d'être filmés? Pourquoi ils acceptent que les radios soient retransmises en direct?
les mecs, ils disent quand même des gros mots. Ah ouais, bien sûr. Le mec, devant, il conduit, mais il conduit comme un connard et tout ça. Pour eux, ils acceptent. Ils ont compris que c'était dans leur intérêt, c'était dans l'intérêt du sport, que c'est ça qui rendait ça vivant. Mais moi, hier, je regarde énormément la Formule 1 et hier, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, mais putain, mais on se pose des questions à comment faire évoluer, comment vendre le sport. Ça marcherait d'ailleurs pour le vélo aussi. Mais bien sûr. Les teams radio de vélo, elles sont passionnantes. Bien sûr. Non, mais en vrai. Moi, mon combat, c'est plutôt d'enlever les radios tout court. Justement, T'as rien compris, toi. T'es un rétrograde, conservateur. Je connais un peu ce sport-là. Quand les chefs d'écurie, des vélos, des équipes, ils hurlent, on les voit, ils courent. Allez, vas-y, fais-le. Mais c'est pour ça qu'on aime le sport. Et aussi parce que Paga finit dans le bain quand il y a un titre de champion. Voilà. C'est les deux choses. C'est les deux choses. Non, mais tu vois, c'est bien ce que tu dis. Et donc ça, il faut le garder. Mais c'est bien ce que tu dis parce que tu prends un sport qu'on connaît tous très bien ici en France, que c'est le sport numéro 1. Le foot, par exemple, n'ouvre plus du tout ses vestiaires. C'était l'une des critiques d'ailleurs de Canal quand c'était en négociation avec la LFP. C'était OK, on reprend les droits. Par contre, on revient dans les vestiaires, on fait des documentaires, on fait, etc. Et la LFP avait dit non, niet, on arrête tout ça. C'est vrai que la F1 aussi était en perte de vitesse, était une discipline vieillissante qui était plus du tout adaptée, on va dire, au nouveau monde entre guillemets, et que ils ont complètement pris les choses à contre-pied. Parfois, ça énerve d'ailleurs chez les pistonnés, parfois les puristes qui ne se retrouvent plus trop dans cette communication. Mais il y a une chose qui est réelle, tu as raison. Moi, les teams radio, jamais je voudrais que ça soit retiré. Et cette nouveauté d'écouter les échanges entre la FIA et les écuries. Mais par contre, il y a un effet pervers là-dedans. C'est que ce que tu entends hier, tu as la sensation que les écuries sont au-dessus des instances. Quand tu le son, le cas et c'est pas grave. Un dernier truc et après je la ferme. La Formule 1, de par sa spécificité technique, de par, je veux dire, ça peut être très compliqué. Ah oui, ça peut être très lourd. Et ben hier j'ai regardé et j'ai tout compris. Régalé. Après, les teams radio, c'est toujours très simple. Les teams radio qui se disent du pilote à son gars, c'est toujours très simple. En même temps, pas le moment de lâcher des 10 Je comprends pas. 50%. T'as Villeneuve qui a tout compris. T'expliques ça en 3 mots et c'est trop bien. T'as un mec qui dit je perds de la puissance, là il y a un manque d'appui à gauche, un truc, moi je sais pas ce que ça veut dire. Il y a un mec qui te l'explique tout de suite, c'est fantastique. Mais le parallèle il est très bon avec le foot parce que moi hier quand je regarde le Grand Prix et que je me dis que je vois le premier drapeau rouge et qu'après je revois qu'il y a un accident, je me dis oula mais si ça s'arrête, moi qui suis en plus un néophyte, je me suis dit mais je vais me faire chier. Et en fait t'as raison, ils ont tellement réussi. Moi je trouve ce qui est très fort c'est que tout le monde incarne quelque chose, pas que les pilotes. Moi je trouve entendre Toto Wolff parler avec le président de la FIA ou pas le président, je sais pas, le directeur de course, le directeur de course, et ben je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a eu le documentaire certes et que moi ça me parle un peu plus, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire incarner à d'autres gens que seulement les pilotes et je trouve ça hyper intéressant. Mais Christian Horner hier quand on le voit et Toto Wolff on le voit d'abord arracher son casque puis ensuite célébrer, c'est des grands moments qui vont rester. Bien sûr, ces images incroyables. Petit aparté, je suis surpris, moi je pensais que le mec qui allait péter les plombs qui était un peu plus sanguin, ça aurait été Christian Horner, avec un Toto Wolff plus avec le pragmatisme un peu germain qu'on connaît, aurait été un peu plus calme. Mais en fait, c'est tout depuis le Brésil, il fait des doigts aux caméras, etc. C'est parce que Mercedes n'est pas dans son hégémonie et c'est pour ça que c'est cool. C'est pour ça que cette saison est fantastique aussi. Christian Horner, bon, il a toujours les conférences de presse où il tire sur tout le monde, mais en course, il est d'un calme et c'est assez impressionnant pour une équipe qui est challenger finalement. C'est bizarre d'ailleurs. Et heureusement que Lewis Hamilton est un pilote extraordinaire parce que depuis un moment, on a quand même l'impression que les challengers, c'est Mercedes et que c'est Red Bull qui sont champions du monde depuis 7 ans. Exactement. Donc pour le coup, ça, c'est intéressant. Il y a quand même 2 constats. Et après, on referme ce volet un peu affaires et instances. Il y a 2 constats à faire de cette affaire un peu FIA. Le premier, c'est quand même que la FIA aujourd'hui, et ce matin, et depuis hier en tout cas, est en difficulté, notamment le directeur de course Michael Masi, parce que, alors on lui reproche énormément de manque de constance dans ses décisions. On reproche aussi le fait que les règlements sont peut-être un peu mal faits, donc laisse un petit peu trop la place à l'interprétation et du coup au manque de constance. C'est peut-être l'origine justement de ce manque de constance. On a vu surtout un Michael Masi dépassé hier par la pression mise par les écuries. On joue à un instant absolument, historique et on a la sensation que la fédération a du mal à tenir les 2 pilotes et les 2 écuries. Et puis donc,
quid de savoir si Michael Masi va rester bien sûr à la direction de course. Et puis la deuxième chose, je l'oublie, mais c'est pas grave, on en parlera. Qui sera champion du monde peut-être? Qui sera champion du monde? Allons là-dessus, surtout, c'est ce qui est le plus important. Si, non, la deuxième chose, c'est que je vais dire, à la défense et à la décharge, on en a parlé dans les pistonnets ce matin, mais à la décharge de Michael Masi, là où c'est un peu compliqué, c'est que normalement, quand tu dépasses un pilote en ayant dépassé les limites de piste, il y a une règle informelle qui veut que si tu le laisses repasser, tu n'es pas sanctionné. Ocon d'ailleurs le fait à un moment. Exactement. Sauf que le souci qui s'est passé, c'est que Verstappen donc coupe les limites de piste et passe Hamilton. Ensuite, Ocon passe Hamilton. Donc c'est-à-dire qu'il peut pas rendre la place à Hamilton parce qu'il y a déjà Ocon derrière lui. Et 10 secondes après, il y a un crash énorme, drapeau rouge et tout est plié. Qu'est-ce qu'on fait? Donc peut-être qu'on pourrait aussi se dire que la situation était particulière, exceptionnelle et qu'il fallait trouver une solution. C'était la première sur ce Grand Prix aussi. Ouais. Exactement. Michael Masi, on peut lui en vouloir pour plein de choses. Et d'ailleurs, regardez l'émission des Pistonnets qui est sortie ce matin où Hamza et Brice et toi, Manu, vous en parlez bien. C'est important. Team Sport sur YouTube. Team Sport sur YouTube. Déjà 100 000 vues. Hein. Mais c'est ingérable. On a un cas de figure assez extraordinaire sur un nouveau circuit. Tu l'as dit, dans un circuit vraiment vraiment casse-gueule, face à deux pilotes complètement malades. Enfin, on a Verstappen qui en a rien à foutre, qui est prêt à laisser sa vie pour gagner. Il le sent, et c'est extraordinaire. Il est prêt à laisser sa vie pour aller chercher ce titre mondial. On a Lewis Hamilton qui perd complètement son sang-froid, qui est poussé dans ses derniers retranchements. Mais on l'a jamais vu comme ça en 10 ans de carrière, même pas avant, même pas lors de ses premières années. C'est extraordinaire. On a deux pilotes poussés. Oula, le micro se T'énerve pas, Polo. Tu nous dois 200 balles, Polo. On a deux pilotes poussés dans les extrêmes qui se donnent comme des chiens. Et tu dois faire avec ça, et avec aussi le côté, il faut qu'il y ait le maximum de sécurité, et d'un autre côté, le fait de vouloir let them race, comme ils disent, comment dire, laisser les laisser se battre en piste, au dépend d'un potentiel spectacle qui, on sait, est un peu la pierre angulaire de ce qu'essaye de trouver la F1 depuis maintenant quelques années. Moi, je pense que la situation pour Michael Masi est ingérable. Ouais. Et je te dis, c'est la tête brûlée Verstappen contre un Lewis Hamilton poussé dans ses derniers retranchements. Il l'a pas si mal géré. Et moi, je trouve que c'est pas si mal géré, parce que cette année, il a dû vivre des trucs entre Budapest, Monza, Silverstone. On sait jamais qui est la faute. C'est toujours du 50-50. Il y a toujours une version. Souvent la faute de Max quand même. Moi, je veux bien qu'on fasse un peu les mecs, mais Silverstone, je t'invite à revoir les images. Je les ai revues, t'inquiète pas. C'est souvent la faute de Max. Je pas dit que c'était tout le temps la faute de Max. C'est souvent la faute de Max. Ça a toujours été du 50-50. Pour moi, c'est du 50-50. Officiellement, ça a fait de course, c'est 50-50, mais à Silverstone, c'est un petit peu plus, moi je trouve, la faute d'Hamilton. Monza, c'est un petit peu plus la faute de Max. Enfin, le problème aussi, c'est que, et on en revient toujours à la même chose, c'est que tu as un championnat extraordinaire. Ça fait des années, voire certaines décennies qu'on n'a pas eu un championnat aussi fort. Et le truc, c'est que tu n'as pas envie de tout flinguer avec des. C'est ce que doivent se dire les instances, pas tout flinguer avec des pénalités. Revenons sur la course, les gars, parce que le duel Verstappen-Hamilton a encore atteint un stade encore supplémentaire. On les a vus se battre en piste, on les a vus s'accrocher aussi en fin de course. On a eu très peur parce qu'on s'est dit il ne faudrait pas non plus que ça finisse dans le mur pour les deux garçons, sachant qu'il y avait, on l'a dit, Verstappen pouvait être, titré dès le Grand Prix bien sûr d'Arabie Saoudite si notamment Hamilton ne terminait pas cette course. Comment vous sentez un petit peu les choses? On est très exactement à 6 jours du dénouement d'une saison absolument extraordinaire. Est-ce que ça peut bien se finir, les gars, franchement? Oui, il y a une infime partie. Bien finir, ça veut dire que les deux finissent la course. Ouais. Et on est d'accord, quel que soit le résultat, quelle que soit la course, nous, de toute façon, notre souhait, c'est que les deux pilotes arrivent à passer à une arrivée et puis qu'on ait un finish de malade. Maintenant, le truc, c'est qu'il y en a un des deux qui a réellement l'avantage que les deux ne finissent pas la course. Ouais. Donc ça, je trouve que ça joue énormément et qu'en plus, et même si dans le chat on n'est pas content, il y en a un des deux qui est légèrement plus fou et plus agressif que l'autre dans sa conduite, et que c'est lui qui a l'avantage. Donc je suis persuadé que tous les gens qui regardent, on n'est pas surpris si dans un moment il n'y a pas de folie, peut-être réfléchi, eh bien il y a un accident. On dira c'est pas de sa faute, mais il y aura peut-être un accident. Moi j'attends même ça. J'attends ça carrément. En fait, je suis dans un truc où c'est pas sport. Alors c'est clairement pas sport, mais je me dis que Verstappen, s'il voit que Hamilton à un meilleur rythme, va gagner la course à coup sûr. Ça dépend des qualifs. Verstappen, il est fou. C'est-à-dire qu'il a une chance de gagner le Grand Prix.
moi, ça m'étonnerait pas. Alors, il va pas aller le tuer, hein. Non, mais Ça m'étonnerait pas qu'il lui enlève, qu'il essaye un peu de le mettre hors de la piste. Et je pense que s'il en a l'occasion et qu'il voit le titre s'enfuir, je suis pas sûr qu'il soit là à ne rien faire. Là où tu as raison, et on l'a vu par les courses précédentes, on l'a encore vu hier, on l'a vu au Brésil, on l'a vu à Monza. Quand Hamilton est derrière Verstappen, qu'il a un meilleur rythme, que rien ne peut lui, avec tout ce que tu as expliqué, Polo, le DRS, etc., etc., on a la sensation que Verstappen ne s'avoue, entre guillemets, jamais vaincu. Le problème, c'est qu'en F1, tu peux pas faire n'importe quoi en défense. Non, c'est clair. Dans ces freinages, tu sens que c'est plus que la limite, quoi. Et si tu arrives à 10 tours de la fin, qu'Hamilton roule 1 seconde plus vite, je ne le vois pas se dire... j'ai perdu à la loyale. Je défends à l'extérieur ou à l'intérieur, et puis il est passé, tant pis, j'ai tout donné. Il n'y aura pas de règle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si Verstappen n'a pas ce comportement-là, notre lecture de cette saison et de ce duel, il n'est pas le même. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'histoire des DRS et des voitures qui ne suivent pas et qui sont obligées de vite dépasser avec le DRS, finalement, tu n'aurais pas ça. Et Verstappen, il a ce côté un peu fou que certains peuvent lui reprocher. Moi, que je trouve qui est l'essence même de la Formule 1. C'est trop bien de l'avoir, bien sûr. Malade mental. Une tête brûlée. Et d'être prêt à tout pour aller gagner le titre. Alors après, évidemment, on touche du bois et vraiment, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas que ça finisse en drame. Bien sûr. Mais grâce à Verstappen, cette année, on a un championnat extraordinaire. Parce que si on n'a pas un Verstappen prêt à tout comme ça, et pourquoi pas même aller au crash parfait avec Hamilton, on aurait sûrement un Hamilton en tête en cette fin de saison. Donc voilà. Après, là où je rejoins Tom, c'est que tu en as un qui a plus à gagner à ce que les deux finissent pas la course, et c'est le mec le plus fou en piste. Donc moi, je suis quand même curieux de voir ça. Et Red Bull a 2 écuries, donc 4 pilotes. N'oublions pas. Dont un qui est habitué au crash, donc ce serait même pas cramé si Tsunoda accrochait. J'ai pas touché. Fin de saison, tu vas voir Pierre Gasly. Pierre, t'es chez Red Bull l'an prochain si Lewis est dans le mur. Par contre, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est vrai, c'est qu'il y a la jurisprudence Schumacher 97, où Schumacher comme ça se fait planter un freinage par Villeneuve à Jerez, et Schumacher... Alors, on n'a jamais su si ça a été un pétage de plomb sur l'espace de quelques secondes, si c'était prémédité ou quoi que ce soit, mais Schumacher tourne le volant pour aller taper Villeneuve et se dire allez, je le sors et puis on s'arrête là et je serai champion du monde comme il avait fait avec Damon Hill en 1994. Là, c'était passé. C'était passé en 94, voilà. Sauf qu'en 97, il était convoqué chez les commissaires, et là, ils lui ont dit non seulement il avait abandonné à Jerez et Villeneuve avait terminé 3e, mais à l'époque, il lui avait dit écoute, Coco, voilà, t'es disqualifié de la saison. De la saison. Bah et oui, ça, pour le coup, ça avait été normal. Même pour la discipline. Même pour la discipline, ça avait été quand même un énorme camouflet parce que lui était vu comme un tricheur. Il y avait des insultes dans la Gazzetta dello Sport, dans le Corriere. Enfin, ça avait été un truc pas possible. Et un peu coutumé les fêtes. J'avais fait une dinguerie aussi à Monaco en qualif une fois. Oui, bien sûr. Juste avant en 2006, le tunnel, si je dis plus de bêtises, redites-nous sur le chat. Il s'arrête dans le virage alors que t'avais un de ses rivaux avec un tour lancé derrière qui allait prendre sa pole. Enfin, c'est du choumi, quoi. Ça fait partie du mythe. Donc, est-ce que dans le règlement, il y a quelque chose, si jamais c'est évident que Verstappen va accrocher la roue arrière d'Hamilton et l'envoie dans le mur. Drapeau noir. Est-ce qu'il y a, c'est quoi le drapeau noir? Tu peux avoir un drapeau noir. Si par exemple il s'accroche et que c'est clairement de son fait, c'est-à-dire que les commissaires de course disent voilà, la culpabilité, il l'a fait exprès et tout, etc. Il peut avoir un drapeau noir, c'est-à-dire que là tu es obligé de garer ta voiture et ensuite tu passes devant un collège de commissaires qui vont décider de savoir si on te suspend comme le carton rouge en fait. Hein, si on te suspend tu vas faire 2 saisons à F2 derrière, courses, c'est relou. Sympa pour la F2. Et donc voilà, ça c'est la première possibilité. Après, tu peux avoir la possibilité. S'il y a drapeau noir et que Hamilton est sorti de la piste, donc là c'est compliqué. Ils vont négocier en direct. C'est là qu'ils sont obligés de le disqualifier de la saison en fait, parce que le problème c'est que si les deux abandonnent ou que par exemple Hamilton abandonne et que Verstappen peut continuer, mais comment tu fais pour juger ce cas-là? Ah non, on veut surtout pas ça. On veut surtout pas ça. Un dernier tour de folie, roue dans roue, comme à Guingamp. On sait très bien. On a vu qu'Hamilton avait un aileron très solide ce week-end. Oui. Est-ce que si lui
lui, il va un peu taper. Pour lui, on est aux cartes en fait. Non, ça s'appelle C'est destruction auto-tamponneuse. Hamilton, cela dit, son aileron, il tape Ah oui, c'est Ocon incroyable. avec, son Ocon, aileron ouais, tient, ouais. Il est encore plus rapide derrière. il est Il est plus rapide. C'est incroyable. Moins de friction au vent. Ça doit être Il y a des trucs qui Il volaient y a comme que des lignes ça. droites aussi là-bas, Ouais, ouais, méfie-toi. Non, mais en tout cas, on a hâte de suivre le dernier épisode de cette saison, en tout cas, qui. Bon, la C'est série absolument Netflix va être incroyable. pas mal, je pense. Et alors, écoute, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'était très très intéressant, en effet, moi je suis assez de ton avis, même s'il y a des choses sur lesquelles je reviendrai, mais on en a déjà parlé dans les pistonnets, ça sert à rien qu'on en parle aujourd'hui sur ce plateau, on n'a pas le temps. Mais par contre, les pilotes ont de plus en plus de mal avec le fait que tout soit ouvert, et notamment Max Verstappen, qui a dit qu'il ne participerait pas, en tout cas, à la prochaine saison, Ouais, la saison 4. de Netflix. Alors c'est dommage parce qu'on a une saison historique, Ah ouais. et t'as l'un des deux belligérants qui y sera pas, c'est quand même un petit peu. Il est c'est un champion, petit peu il a qu'à faire la dernière course. Tu sais, il revient sur la triste. saison. Gros camouflé pour Ah ouais, Netflix. ouais, hein. c'est clair. Ah oui. Pas de champion du monde dans la série après une saison Après, pareille. Ça sera un peu ils compliqué. récoltent un peu ce qu'ils ont semé aussi. On en a beaucoup parlé, tu as dit dans les pistonnets, avec des histoires montées un peu de toutes pièces parfois, des rivalités un peu créées, limite des fake news Oui. de temps en temps. Donc, forcément, du romancé, quoi, Du très romancé. Donc, Voilà. Juste, ça fait 3 victoires de suite de Hamilton. Oui. 3 victoires de Ah, suite. ça fait beaucoup. Lewis Hamilton. Depuis Et- Il enchaîne depuis full à son chaque nouveau- fois. Et là, il a fait hat-trick, c'est-à-dire meilleur tour, C'est pole ça. et course. Ça lui est pas tant arrivé que ça cette saison. Preuve que le mec est énervé. On n'a pas Et- parlé. Tu parlais Ouais. de la qualif. On n'a pas parlé Ouais, du de tour ces de- qualifs aussi extraordinaires. Moi, on pourrait pas- je pense pas que ce week-end, on pourra en parler des heures. Je te Exactement. promets, je te vois, Tom. Je m'en fous, hein, raconte ta vie. Moi, j'ai fait 2h30 ce matin. Il a parlé des essais libres de vendredi. après, donc, C'était vraiment les meilleurs essais libres de l'histoire. La passe d'armes entre Verstappen et Hamilton. Il a un avenir dans les qualifs pistonnets, cet homme. Tout ça pour qu'il se pétait Verstappen à la fin. Le tour Merde. était Ouais. extraordinaire. Puis- Ah, mais Le il s'est tour pété. était- Puis avec la Même caméra devant là, l'impression c'était visuelle de incroyable. ce tour était Ouais, ouais. extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais ressenti ça. Enfin, le duel, pas forcément que le tour de Verstappen, mais cette tension sur une qualif, c'était. Ah, t'as des frissons, c'était hein. Tu te fabuleux. dis, il va se foutre en l'air. Non, c'est pas mais- En tout cas, ce qui Il est allait sûr, trop c'est que vite. Il allait pour trop clôturer tout ça, ce circuit a tout pour être un grand circuit, Ouais. mais on sait qu'il va y avoir un drame. Bon, on peut penser d'ailleurs à Théo Pourchère. Ouais, exactement. Qui, Oui, qui va bien, on qui va lui dit, bien. on On lui est donne une content. bonne pensée. Et Enzo Fittipaldi aussi. C'est le fils Fittipaldi. Alors je sais plus exactement. C'est le petit. Alors, parce que tu sais, il y a des fils, il y a des petits-fils. Il y avait notamment Pietro qui était engagé en Formule 1 l'année dernière chez As en remplacement de Romain Grosjean. Il me semble que c'est le frère de Pietro. J'ai peur de dire une bêtise. Dites-nous sur le chat, bien sûr, pour confirmer tout ça. On a eu des nouvelles de Théo Pourchère hier soir, pour tout vous dire, les amis. Et alors, je vais vous dire, il va bien. En tout cas, il y a pour le moment pas de blessure. Il avait quelques douleurs musculaires. Il a conscience qu'il s'est fait un petit peu peur, mais plus de peur que de mal, en tout cas. Voilà, les amis. Je savais même pas qu'on pouvait caler en Formule 1, enfin en et ouais. Formule 2. Et tu sais que c'est pour savais le même coup. C'est petit-fils, Mano. Le petit-fils, Je pensais d'accord. que c'était Merci beaucoup. automatique. Merci beaucoup, Il a les rien amis, compris. dans le chat. Pour le coup, je te jure que c'est une image impressionnante parce que c'est déjà arrivé en Formule 1, notamment au Grand Prix de Canada dans les années 80. Et malheureusement, le mec qui était à la place de Fittipaldi est mort sur le coup. Mais vraiment Celui sur qui le lui est coup. rentré dedans. Ouais, voilà, celui qui est rentré dedans. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse t'arriver Ok. en Formule 1. Ça, avec tu sais, l'engrenage des roues. C'est-à-dire quand t'as deux roues qui se. Enfin bon, bref. On Mais va c'est pas vrai parler que, de drame, alors je comprends pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est celui qui tape qui se fait le plus mal. Oui, parce que. Ouais, c'est un peu excuse-moi, c'est un peu compliqué parce que là, pour le coup, je suis ni médecin, la sécurité ni routière, ingénieur. là, du coup, là. Mais oui, en effet, c'est très souvent dans ce genre de. Je pense qu'il y a une affaire de pousser tout ça. Et on reviendra Non, mais vers en tout vous cas, parce que. très souvent dans ce genre d'accident, c'est vrai que la personne qui tape Ouais. est la personne qui malheureusement subit Très bien. le plus de conséquences. Voilà les amis pour ce mot F1. Je pense qu'on risque peut-être d'en parler. On voulait faire un spécial quiz de Noël la semaine prochaine. Il devrait y avoir un non. petit mot de Formule 1. Je pense qu'on peut faire, on peut faire les deux, hein. Bah oui, 45 on peut minutes, faire les 50 deux. minutes. Exactement. quand même. Ou alors faire une émission parce qu'il y aura pas mal d'actu la semaine prochaine et faire un petit quiz à la 2025, ça me va très bien. Ouais, très bien, Sur 2025, Manolo. sur les médailles d'or de Paris 2024. Ouais, et, Ça, des- c'est super. et des Oui, JO ça. d'hiver aussi parce que j'aime bien les JO jeux d'hiver de Connais pas. 2022 puisqu'on n'aurait pas fait de quiz depuis là. Mais non, c'est la Chine, on boycotte, c'est ça Non, On peut rien. Il y a trop d'enjeux financiers. Super dur, cette émission. Il est temps de remettre de l'ordre justement les amis et on passe tout de suite au mot de Tom. Plus jeune, Tom a fait une tentative de fugue, vous ne le savez sans doute pas chez vous et on vous le raconte aujourd'hui en exclusivité dans South Sport, après que son père ait parlé de Gaël, mon fils, devant la télévision. Des années plus tard, il a compris qu'il n'avait aucun lien de sang avec le joueur de tennis. Il est là tout de même pour nous parler de tennis français, c'est bien sûr le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. En ce moment, je traverse une période pas facile. Je crois même que je fais une petite dépression. Il fait froid, les jours sont gris, le Covid revient. J'avais prévu de voter Xavier Bertrand aux élections. Bref, ça va vraiment pas fort. Mais heureusement, j'ai rencontré l'amour. Non, c'est sérieux ça? Non, par contre, j'ai rencontré un psy, 50 € la séance. Après ça, j'aurais pu aller à la dédicace du nouveau livre de Marc Lévy. Mais bon, je me suis dit que je croiserais autant de dépressifs que chez mon psy. Donc, j'y suis pas allé.
Comme il me répète d'ailleurs, il faut rester positif et comprendre pourquoi je vais mal en ce moment. Alors pas besoin de remonter jusqu'à ma petite enfance, surtout que j'ai déjà pardonné mon tonton et ses ateliers pédiatrie le soir de Noël. Non, il fallait jeter un coup d'œil à cette année civile 2021 et naturellement en faisant le tri entre toutes les choses qui m'ont attristé, et Dieu sait qu'il y en a eu, un sport est ressorti, le tennis français. En plus, vous le savez, moi j'ai une relation particulière avec le tennis. J'étais un joueur ultra talentueux, plus jeune, mais j'ai dû faire une croix sur ce sport pour subvenir aux besoins de ma famille. Vous avez juste la flemme de m'entraîner l'hiver, je me souviens plus. Et du coup, à défaut d'être un grand joueur, j'ai toujours été un grand suiveur de ce sport, très critique aussi. Mais cette année, je crois que j'ai passé un cap. Bon, en même temps, Tom, le bilan me semble un peu cata. 0 Français en 8e de finale d'un grand chelem cette saison, ce n'était pas arrivé depuis 1980. Ouais, c'est terrible. Maintenant, quand un joueur français se présente à un tournoi, on n'a presque plus aucun espoir. On dirait un politique du Parti Socialiste en 2021. Pourtant, les gars, je vous le dis, je ne veux pas être dans ce rôle de l'aigri aujourd'hui, de celui qui va casser encore le tennis français. Déjà parce qu'autour de la table, il y a Antoine Beneteau, et que si je critique encore un peu le sport de son frère, il y a moyen qu'il m'attende à la sortie. Et parce que je voudrais, pour une fois avec le tennis, être dans l'espoir. Parce que derrière la tempête se cache toujours un soleil, parce que même dans les endroits les plus sombres peut se glisser une lueur d'espoir, parce que tout change, rien n'est statique, parce que je lis des citations à la volée pour essayer de me rendre pertinent. Je remercie évidemment Yann Moix pour le petit tips. Non, il ne faut pas perdre espoir. On a quand même un vivier de joueurs qui peuvent nous permettre d'aborder l'avenir avec quelques attentes. Hugo Humbert, déjà, qui a 23 ans, est allé gagner à Halle sur les terres allemandes, et ça, peu importe l'époque, ça fait plaisir. Il y a aussi Arthur Rinder... Antoine Rinderknecht. Merci Arthur, du coup, qui a fait un énorme bond jusqu'à la 58e place ATP en une saison. Lui qui a été l'une des seules satisfactions de la Coupe Davis. Ah oui, parce qu'on a joué la Coupe Davis. Ah bon, et on a fait quoi là-bas ? On l'a joué. Que du positif dans cette chronique. Il y a aussi Hugo Gasson, Lucas Pouille, Clara Burel. Bref, il y a du monde pour porter l'étendard français. À nous maintenant d'être patients, plus indulgents aussi avec cette nouvelle génération. À nous d'être reconnaissants de la génération des mousquetaires, de Tsonga, mon fils, Gasquet ou Simon, qui nous a certes frustrés plus qu'un contrôle parental sur l'ordinateur, mais au moins, elle nous assurait des résultats réguliers comme aucune autre. On le sait, c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de son importance. Bon, c'est vrai qu'avec le tennis français, on s'est surtout rendu compte de l'importance de perdre. En tout cas, moi je me sens mieux depuis que je vois ce psy. Alors je sais pas de quoi sera fait demain, si la génération tennis d'après sera réussite ou déception, mais au lieu de planifier l'imprévisible, j'ai envie, pour une fois, d'essayer de rêver un peu le futur. Merci Tom, Merci, bravo. Tom. On rappelle qu'il y a 3 plumes originaires de Villefranche en Beaujolais, Antoine de Saint-Exupéry, Benjamin Biolay et Tom Tiravino. Et Max Félicitations. Tu l'oublies Et Max souvent, Gonalo, ça me... c'est pas la plume que j'avais retenue chez ce garçon. Antoine, il n'y a rien contre le tennis français. Non, C'est vrai qu'à c'est chaque bien. fois que tu viens, tu prends une chronique. J'ai été soft. Mais voilà, t'es plus va très positif en fin 2021, je trouve plus positif. J'ai envie d'aller mieux. T'as envie d'y... C'est l'esprit des fêtes. L'envie d'avoir envie, bien évidemment. Le tennis, une large page qui va y être. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est n'importe quoi. Il est temps que je dorme un petit peu, que cette saison de F1 s'arrête et qu'on dorme un petit peu. Toutes mes excuses pour vous, chez vous, bien évidemment. Le tennis, je le disais, une large page va lui être consacrée. Là, encore une fois, c'était le dossier qu'on voulait vous proposer. On va évoquer la Coupe Davis. Est-ce que la Coupe Davis est en pleine révolution ou en pleine mission suicide ? On en parle tout de suite. Je vous le rappelle, depuis 2019, la Coupe Davis a entamé sa mue, que dis-je, sa révolution, où certains parleront de mission suicide, voire opération destruction. Nouveau format de compétition, nouveau format de match, et une compétition bien créée en 1900, complètement remodelée, quitte même à se couper de son ADN avec Gérard Piquet comme fossoyeur. Petit rappel des faits, je vais m'appuyer sur vous, Antoine et Tom. Expliquez-nous déjà, pour commencer à rentrer dans ce dossier et pouvoir bien débattre ensemble, pourquoi on a changé de formule en 2019 ? La Coupe Davis, je veux dire, c'est un patrimoine mondial. On n'est pas forcément tous des amoureux de tennis, mais on regardait tous les matchs, notamment des Français. On a tous dansé sur Saga Africa. Aussi, c'est vrai. On a tous regardé France-Russie en 2002. Et tu spoil une question quiz de tout à l'heure. Ouais, bah, écoute, je l'aurais trouvé. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, celle-ci, c'est la plus facile, j'imagine. Bref, expliquez-nous pourquoi on a changé de formule en 2019, parce que moi, peut-être parce que je suis un vieux con, mais j'ai toujours l'habitude de dire, une formule, quand elle marche comme ça à travers les époques, pourquoi changer ? Alors déjà, c'est pas un suicide, c'est Gérard Piquet qui l'a suicide. Donc ça, c'est déjà un assassinat. Voilà, c'est exactement. Moi, je viens de Corse, il y a des suicideurs, des gens que tu payes, ils te suicident. Donc déjà, ça c'est la première chose. Il y a eu une volonté de modifier la Coupe Davis parce que
donc le format, l'ADN, c'est ce qu'on appelle le home and away, c'est-à-dire les matchs à domicile ou à l'extérieur, ça faisait partie de l'ADN. Pour la France, qui est un pays historiquement qui attaché à la Coupe Davis, on rappelle que les Mousquetaires sont allés la chercher aux États-Unis en 1927. Donc, après, on l'a ramené en France et c'est comme ça que Roland-Garros, le stade, a été créé pour accueillir cette Coupe Davis. Donc, pour nous, c'est une grande importance. Dans un pays qui aime le tennis, troisième sport en termes de licenciés en France. Donc, ça nous fait mal, nous, les basketteurs. Voilà, exactement. Donc, pour nous, c'était une très belle compétition. Quand la France l'organisait, que ce soit comme dit Emmanuel Macron, dans les territoires, ça marche bien. Et quand c'est à Paris ou à Lille, ça remporte, ça remplit 3 fois 20 000 personnes. Pour nous, c'était très bien économiquement. En revanche, pour des plus petits pays qui, eux, n'ont pas une ADN de tennis de dingue. Je pense par exemple à un pays comme l'Autriche qui a Dominic Thiem, donc un grand joueur, mais qui est un tout petit pays. Et ok, il y a eu Thomas Muster avant, mais c'est pas dans leur ADN. Ils aiment plutôt le ski, les Autrichiens, ou d'autres sports. Oui. Par exemple, pour un pays comme ça, ce n'était pas rentable d'organiser une rencontre de Coupe Davis. Ça coûtait de l'argent. Donc voilà, il y avait un petit souci financier. Ils se sont dit, ok, il faut faire évoluer le format. Le seul problème, c'est que dans cette évolution-là, ils ont enlevé l'ADN, ils ont tout enlevé, c'est-à-dire et les matchs en 3-7 gagnants et le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur. Et donc, ça a tué le format. Ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait peut-être dû être de raréfier l'événement. C'est faire comme une Coupe du Monde, tous les 2-3 ans, peut-être que tous les 2 ans. Sur le même format. Mais sur le même format. Ça aurait déjà donné de la valeur. Un des soucis aussi, c'est que au bout d'un moment, les joueurs qui étaient au premier plan trouvaient que leur calendrier était chargé et que souvent, sur cette Coupe Davis, je disais à Dominic Thiem, sur une rencontre de Coupe Davis pour l'Autriche, ils ne prenaient pas beaucoup d'argent, alors que sur un week-end, ils pouvaient faire une exhibition et là, prendre énorme. C'est un vrai souci. Il y a des joueurs qui, eux, jouent pour le maillot et n'ont pas besoin d'argent et ils en gagnent suffisamment. Et des joueurs où ils se disent, non, moi, je préfère me reposer parce que la Coupe Davis, ça me prend de l'énergie et tout ça. Donc, tous ces discours-là ont poussé l'ITF, qui est l'organisme organisateur de la Coupe Davis, à vendre à une boîte privée le droit de faire cette Coupe Davis. Cette boîte privée, c'est Cosmos, c'est Gérard Piquet. Et Gérard Piquet en a fait la blague que c'est devenu. Voilà. Il a à peu près tout dit. On peut revenir un peu sur ce qui a changé. Il l'a dit déjà, les lieux avant, donc c'était des trucs de domicile extérieur. Cette année, par exemple, c'était dans 3 pays. Ça s'est joué en Italie, ça s'est joué en Autriche. Le groupe de la France est en Autriche et pas de chance. Il y a eu le confinement 3 jours avant. Ça s'est joué en Espagne aussi. Le format a changé. On l'a dit, on est passé de 3-7 gagnants. Et du coup, c'était bien pour la Coupe Davis parce que ça la mettait un peu au niveau des grands chelems, mine de rien. Et ça te crée un événement, mais aussi, c'était aussi 3 matchs gagnants. Avant, tu avais 2 simples, un double, 2 simples pour départager. C'était le premier à 3. Maintenant, c'est plus que 2 simples, un double. Donc, si tu gagnes les 2 simples, le double n'a presque plus aucun intérêt. Donc, ça a changé. Après, il l'a très bien dit, il y avait une recherche d'argent parce que quand même, la Coupe Davis aujourd'hui avait du mal à trouver des sponsors et à retrouver un peu d'attractivité pour rentrer de l'argent. Et il l'a évoqué, les joueurs qui trouvaient que c'était trop énergivore. Qu'une compétition sur une saison comme ça, c'était trop demandé pour un calendrier de joueurs. Et moi, je trouve que sur l'idée de réunir ça sur une semaine, c'était pas si bête. Franchement, quand on m'évoque l'idée, je me dis pas c'est la pire des idées parce que ça fait un événement et en plus tu te dis que les joueurs vont peut-être jouer à fond. Bon, finalement, tu as perdu l'ADN premier qui est ce côté populaire et le public. Après, moi, tu sais, quand on pense Coupe Davis, c'est Stoplo qui faisait le. Contre Yousni. C'était toi contre Yousni. En 2002, c'était moi. Mais justement, je pensais à ce week-end incroyable
avec la défaite de l'équipe de France contre la Russie, où ça se termine au 5e match, au bout du bout, est-ce que c'est pas ça, quelque part, l'ADN qui nous a tous plu, le fait, tu le disais, ce format-là, alors est-ce qu'il est toujours raccord avec l'époque dans laquelle on est? On rappelle qu'au foot, on réfléchit à réduire les mi-temps, on essaye de réduire un peu tous les formats, hein, un petit peu partout, c'est un petit peu le cas, pour que ce soit plus facilement consommable, les qualifs sprint en Formule 1 par exemple, en tout cas, c'est assez fou qu'on en soit arrivé là. Aujourd'hui, on sait qu'on est en phase de réflexion. Tout le monde a admis que ça marchait pas forcément cette nouvelle formule. C'est quoi l'avenir pour 2022 un petit peu? Polo. Déjà, pour revenir et pour pas paraphraser ce que vous avez dit, là, on sait ce qui marche et ce qui marche pas dans cette formule. Maintenant, voilà, là où il faut aller, c'est peut-être ce que proposait Antoine, c'est de réfléchir à un format beaucoup plus événementialisé. Même 2 ans, je trouve que c'est pas assez. L'idée, moi, je trouve qu'elle est bonne. En tout cas, sur le calendrier, je trouve que ça arrive bien. Mais là où j'ai un autre problème, c'est cette ATP Cup aussi, plus ou moins en même temps. Il y a quoi? Il y a conflit d'intérêt entre l'ITF et l'ATP. Mais c'est quoi 2-3 semaines avant, il t'envoie une espèce de compétition par équipe aussi pareil. Bon, Medvedev, lui, il s'en fout. Hein, il a joué les 2, il a gagné les 2, et il s'est régalé. Mais le problème, c'est ça. C'est tous les ans. C'est pas lisible et surtout, t'as l'impression que tout le monde s'en fout. C'est pas normal que l'équipe de France y envoie ni son premier, ni son deuxième, ni son troisième joueur au classement ATP. Donc voilà, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et je pense que pour le régler, déjà le premier moyen que je vois, c'est de l'événementialiser tous les 2 ans, moi j'irais même jusqu'à tous les 4 ans, parce que c'est le meilleur moyen. Je trouve que tous les ans c'est pas assez pour la compétition que c'est en train de devenir, et l'impact sera pas assez fort. Là, faut qu'il y ait un impact, sinon elle va mourir à petit feu. Ça se fera sûrement pas tout de suite, parce qu'on sait que pour 2022 la nouvelle formule elle est déjà sortie, et que le Final 8 se jouera à Abu Dhabi, selon je sais plus, un journal anglais, le Télégraphe, je crois. Et selon leurs sources, ça serait signé pour 5 ans. Et du coup, tu peux pas te mettre maintenant à mettre un événement tous les 4 ans, vu que tu viens de signer un énorme contrat avec Abu Dhabi. Donc le problème, c'est qu'on sait à peu près où la Coupe Davis va pour les prochaines années, et c'est ça qui fait encore plus peur. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à un mix entre les deux? Parce qu'en fait, sans perdre l'ADN du extérieur et domicile, réfléchir par exemple à que ce soit peut-être dans ce format-là sur 2 ans par exemple, c'est-à-dire que tu fais tes 32e, 16e, 8e quarts pendant 18 mois, et qu'en fait tu fasses un Final Four. Aujourd'hui, la mode est au Final Four, on voit plein de sports. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, sans mettre de dire bravo le basket, ce format-là intéresse tout le monde, que ce soit pour le foot, pour le foot, il vient, il y est même. C'est facile à vendre. Tu sais que tu as la concentration des meilleurs mecs sur un calendrier qui est bien mis en amont. Tu sais que si ton équipe s'est qualifiée en quart, 6 mois avant, tu vas te retrouver sur ce Final Four. Tu le fais sur une semaine. Là, ça peut être n'importe où, à Abu Dhabi et autres, on s'en fiche. Mais en tout cas, tu as ce gros moment focus facile à vendre pour les télés, parce que c'est évidemment ça le nerf de la guerre. Ça peut pas être une idée, ça? Complètement. J'avais pas pensé, mais... C'est Thierry du Sautoir qui me l'a dit. T'imagines? Décidément, c'est ton beau-père en fait. Même moi, bon bref, c'est une blessure. Du sport. Ils se réunissent. Mais est-ce que malgré toutes les belles idées qui sont échangées ici, et je les trouve toutes très intéressantes, beaucoup plus intéressantes que celles en tout cas qui sont en place, mais le sens de l'histoire, on est en train de parler quand même, les amis, d'une Coupe du Monde de football tous les 2 ans. C'est pas pour faire une Coupe Davis tous les 4 ans, parce que derrière on imagine qu'il y a aussi une question de revenus, les droits télé, voilà. Et si en plus la Coupe Davis va du côté d'Abu Dhabi, j'imagine que c'est pas pour la culture tennis de ce très joli nouveau pays. Surtout s'ils l'ont déjà vendu pendant 5 ans. C'est vraiment, c'est fini quoi. Et en fait, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est la naïveté des joueurs. J'ai le sentiment, j'ai le souvenir, Andy Murray, et Dieu sait que j'adore et le joueur et le mec en dehors sur ses prises de position et tout ça. Il disait, bon ok, allez, laissons tenter ce nouveau format, et puis on voit dans 2-3 ans. Sauf que le problème, c'est que les mecs, ils ont les mains dans la machine. Ça fait 3 ans que ça dure. Bon ok, il y a eu le Covid et tout ça, ça n'a pas aidé. Et qu'ils ont la main dessus, et maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent au plus offrant, et au pays voilà. Donc ils en font ce qu'ils veulent, puisqu'on leur a donné les clés du camion. Donc et en fait c'est à chaque fois la même chose. C'est si on ne combat pas tout de suite quand on sent qu'il y a un petit changement, qu'il y a un petit truc et que ça pourrait être grave,
Bah après, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que les conséquences, c'est fini. On peut plus jouer sur les causes aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, la solution, ça va peut-être être de donner du sens à l'ATP Cup. Ça va peut-être être ça la solution. C'est ça, pour essayer. La compétition, elle existe déjà en fait. C'est le demain. Pour essayer de mais c'est dommage parce que la Coupe pas l'histoire. On parle d'un héritage elle a plus de 100 ans. Quoi. Ouais. Après, le problème de la Coupe Davis, c'est la France est allée en finale contre la Belgique, c'est ça ? Ouais. On s'en battait les couilles, non ? Honnêtement. Personne n'en a parlé, pas autant qu'avant en tout cas. Moi, je me souviens avoir vu, en 2017, quand on quel gagne, que soit mon âge, absolument, en 2000, je me souviens de moments. Mais rappelle-toi quand ça gagne en Australie, quand on est petit, que ça gagne en Australie, c'est quoi ? C'est 2001, si je dis pas de bêtises. Les matchs sont super tôt. T'avais même historiquement les Français. Tu m'arrêtes Antoine si je dis une bêtise, mais historiquement les Français supporters de tennis ont souvent fait les déplacements, même de l'autre côté du monde, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Alors peut-être cette année on s'est fait sortir au premier tour, ça aide aussi, mais parce qu'on est Français, c'est-à-dire que si on gagne pas, on s'intéresse pas non plus ou très très peu. C'est ça aussi. Mais c'est ça qui est fou. Pour toi, Antoine, elle est morte cette Coupe Davis. C'est fini, on pourra pas la relever. En 2017, il y avait eu un truc qui avait fait un petit peu perdre le sel, c'est que on se disait, ok, il y a David Goffin, mais à côté, on sait que les joueurs, l'équipe belge, il y avait un Steve Darcis qui était un peu blessé, et après, ça tombait vite. Donc on se disait, ok, si Goffin fait pas un week-end de fou, alors il avait gagné ses 2 simples, les Belges ne l'avaient pas aligné en double, ce qui a été, en mon sens, une erreur, mais quand j'en ai parlé avec eux après, pour eux, c'était normal. Donc voilà, c'est vrai que ça a manqué un petit peu de suspense. Quand on va en Australie, on joue là-bas, sur gazon, Leighton Hewitt numéro 1 mondial, Pat Rafter qui est encore top 10, et il y a Woodbridge-Woodford qui est l'une des meilleures équipes du monde en double. Et on crée l'exploit d'aller gagner là-bas avec Escudé, avec on connaît Grosjean, Pioline, Santoro qui jouent ensemble en double. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait une dramaturgie qui était un petit peu plus grande. Quand on joue contre la Russie en 2002, c'est Marat Safin et Evgeny Kafelnikov ensemble, quoi. Donc ça a de la gueule, quoi. Donc c'est vrai que ça a manqué un petit peu et en plus ce qui est dur, c'est que l'année d'après, donc 2018, on fait finale contre la Croatie et Marin Cilic, et Cilic est juste monstrueux tout le week-end, et en fait on n'existe pas. Donc c'est vrai que ça a manqué un petit peu de sel. On a limite préféré, même si ça a été un petit fiasco pour diverses raisons, la Suisse contre la Suisse. Roger. Il y avait Roger et Wawrinka. Il y avait un Roger qui avait un peu mal au dos, donc on se disait, ça va peut-être être possible, on va peut-être réussir à le faire et tout ça. Et mon fils qui bat Roger le premier jour, un Roger qui jouait un peu sur une jambe. Après, ils ont montré que... mais là où je le rejoins sur le fait que ce soit mort, c'est que l'identité, l'ADN de la Coupe Davis, c'est l'hostilité qu'il peut avoir ou le public. Raison. Moi, j'ai pas connu Sydney 2001. Par contre, j'ai connu France-Serbie 2010 quand on perd là-bas. Mais c'est un enfer. C'est un enfer jouer là-bas. Et moi, ce que j'aimais bien... Tel Potro en Argentine avec Maradona dans les tribunes. Exactement. Et moi, ce que j'aimais bien dans la Coupe Davis, c'est que dans un sport encore un peu de riche, et toujours de riche, on va pas se cacher, c'était un événement populaire. Il n'y avait pas que des fans de tennis. Je trouve que ça regroupait une ambiance populaire. De stade de foot, en fait. C'était une ambiance bien plus populaire, une fête, c'était sur un week-end. Souvent, des gens, il y avait quand même des gens qui découvraient le tennis par la Coupe Davis aussi. Et moi, je trouve que ça se perd. Et je trouve que, juste pour finir, c'est un peu le mal du sport moderne. Moi, Piqué me fait penser à Franck McCourt. C'est qu'à un moment, tu récupères quelque chose, mais tu t'entoures pas. Et tu vas penser que rentabilité. Et c'est un peu le mal du sport, c'est... Tu donnes les clés du traîneau à des gens, financiers, à des financiers qui ne connaissent pas le sport, qui n'y ont presque pas joué. Piqué, c'est pas un joueur de tennis. Et les deux sont pas inconciliables. Et sont pas inconciliables. Les deux sont pas inconciliables. Mais ça se trouve qu'il aime le tennis depuis toujours. Ça se trouve qu'il est classé. Entoure-toi. Mais qui dit qu'ils sont pas entourés ? C'est juste une mauvaise. Ils sont pas entourés. Ou alors pas entourés. T'as dit 2 choses. T'as dit une chose que pour le coup, déjà la clé du traîneau, il a dit et j'ai pas compris. Les clés du, je vais pas dire pas la même confiture, de limonade aussi. Mais par contre, il y a cette question de la rentabilité. C'est vrai que cette Coupe Davis, c'est Noël. Clé du traîneau. Nous, on est romantique, on se rappelle nos bons souvenirs, etc. Mais il y a un prétexte, c'est que la Coupe Davis, tout le monde s'en battait les couilles à la fin aussi. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et qu'il fallait quand même trouver des solutions pour la re-rendre attractive. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas été. C'était ça qui était bon, c'est que toi, tu te souciais quand la France
dans les premiers tours, elle allait jouer, et comme tu le disais, Tom, elle allait jouer à Pau, à Lille. Il y avait des gens, c'était la première fois qu'ils voyaient du tennis comme ils le voyaient à Roland-Garros. Là, ils venaient à le... Et nous, on se souciait de notre 8e de finale, mais les Belges ou les Autrichiens, eux, se souciaient aussi de leur rencontre. Et puis, tu connaissais même pas le tableau, mais tu disais, tiens, on joue contre qui le match d'après ? Ah putain, on va jouer contre l'Australie, contre l'Italie et tout. Et puis, quand à la fin de la saison, quand tu avais la chance d'être en finale, il y avait toute la planète tennis qui te regardait, quoi. Et c'est ça qui... Alors, c'est vrai que si t'en étais pas... Moi, je regardais pas forcément une finale de Coupe Davis, mais quoi que je pouvais regarder quand il y avait l'Argentine de Del Potro et tout ça, c'est des ambiances tellement exceptionnelles. Voilà. Il y avait, je me souviens, une finale Espagne-États-Unis où Rafa, c'est un jeune Rafa qui est juste monstrueux. Rafa, il en a gagné 4. Donc, en plus de tout le reste. C'est qui donc voilà, c'est pour dire aussi l'importance que ça a eu pour des grands champions. Roger, il n'était pas question que il l'a gagné une fois, après il a dit au revoir, mais voilà. Pour finir et pour conclure, si on vous a bien écouté, en tout cas depuis le début de cette émission, de ce sujet, le souci, plus peut-être que les idées de Gérard Piquet, c'est d'intégrer cette compétition internationale, on va l'appeler comme ça, parce que c'est pas tout à fait la Coupe Davis qu'on a connue nous, et qu'on a aimé surtout, c'est, on va dire, comment t'intègres la Coupe Davis ou cette compétition internationale dans le circuit professionnel en définitive. Parce que ce que t'expliquais tout à l'heure quand tu prenais l'exemple de 2001, je vois qu'il y a quelqu'un qui parlait aussi de l'exemple de 91, où t'avais Guy Forget, t'avais en capitaine Yannick Noah, etc. L'idée, c'est d'impliquer justement tes joueurs emblèmes, et plus que les joueurs, tes coachs emblèmes, etc. C'est ça qu'il faudrait, c'est le défi qu'il faudrait réussir à faire pour justement essayer de relancer le format. La différence, c'est qu'à l'époque, t'avais pas besoin de motiver tes joueurs pour qu'ils jouent la Coupe Davis. En fait, aujourd'hui, les joueurs sont devenus tellement puissants par rapport... C'est pour ça qu'à partir du moment où tu laisses entrouvert la porte sur OK, il faut faire attention aux joueurs, ils sont en train de... Voilà, il faut penser à eux, ça. Mais non, il faut justement un sport fort, une compétition forte. Il faut faire rêver. Et c'est pour ça que, effectivement, les joueurs, Tim, il ne va pas demander la même chose à son pays, à l'Autriche, que quand il remporte l'US Open. Quand il remporte l'US Open, il gagne plus de $2 millions qu'en prize money. Donc oui, mais il faut l'accepter. Et justement, tu joues pour autre chose. Je ne pense pas que Mbappé, en équipe de France, il prenne la même chose que ce qu'il prend au PSG. Non, il donne tout en plus. Voilà, en plus. Donc, c'est ça, il y a un respect. Et effectivement, chez certains joueurs, c'est un rêve de jouer pour l'équipe de France de Coupe Davis. Pour certains joueurs, c'est un rêve. Et il y en a pour d'autres, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils commencent un peu à traîner la patte pour venir. Et voilà. Et ça dépend des pays, ça dépend des joueurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir le débat. Il faut dire c'est comme ça. Et après, c'est aux joueurs de prendre comme dans certains sports, c'est interdit de refuser une sélection, par exemple. C'est vrai. Non, il faut s'adapter à une mentalité d'un sport qui reste un sport individuel, dans un monde de plus en plus individualiste où c'est compliqué de faire comprendre, surtout à une génération qui n'a pas le romantisme que nous on peut avoir pour cette compétition. Il faut s'adapter aussi avec ça, avec des calendriers toujours plus chargés, des impératifs, notamment financiers, qui sont plus les mêmes qu'avant. Donc forcément, à la fin, tu mélanges un peu tout ça et tu obtiens une bonne confiture de gens qui viennent pas en équipe de France. Non, mais pour finir, là, pour cette Coupe Davis, il y avait des nouveaux sélectionnés. Il y avait Hugo Gaston et Arthur Hinderknecht. Et eux, leur discours, c'est un rêve d'être en équipe de France de Coupe Davis, même si en plus c'est pas la Coupe Davis qu'ils ont pu regarder quand ils étaient mômes. Mais c'est un rêve, on est content d'être là, et donc comme quoi c'est encore possible, ça existe quoi. Tu vois, donc oui, c'est pas complètement mort. C'est pas mort. Aussi qui refuse de faire la nouvelle formule parce qu'il était attaché à l'ancienne. Exact. Il se reconnaît pas. Et ouais, la nouvelle génération. Du coup, on sait même pas qui a gagné le Si, la Russie, je l'ai pas dit.
j'ai me manqué à mon devoir d'information. Qu'est-ce qui s'est passé pour clôturer ça? Mais moi, c'est ça le problème. C'était aussi. Bein Sport. Bein Sport. Ah, d'accord, Même pas de service public, même, tu vois. Non, parce que mais non, c'est quand la France, voilà, c'est ça exactement. C'est toujours comme ça. La loi Buffet, la loi dite Buffet. Est-ce que les matchs d'équipe de France de Coupe Davis face à l'Angleterre et la République tchèque sont passés sur. Non, je sais pas. Mais c'était la Coupe Davis. Avant sur France Télé. Finale. Avant sur France Télé, tu avais toujours. T'avais France Télé qui faisait un dispo. Ah, mais c'était à l'époque. Je suis curieux de voir, le chat nous dira peut-être savoir si au moins sur une chaîne gratuite étaient diffusés les matchs de Coupe Davis. Profite du chat, mon Polo, parce qu'il nous reste 7 minutes d'émission. Et je pense qu'il est temps de faire un petit quiz qu'on va essayer de raboter un petit peu. Merci en tout cas, Antoine et Tom, pour toutes vos explications. La Coupe Davis est-elle morte? La réponse que j'ai compris chez vous, c'est oui. Mais voyons voir ce que ça va donner. La balle est dans le camp, en tout cas, des joueurs. On vous aura entendu. Le quiz, les amis, on va se régaler. On va finir cette émission comme on le mérite. Oh là là, allez, balancez le jingle. C'est le mois de décembre, hein. Il fait gris dehors, blablabla. Alors les amis, il devait y avoir une énumération. Les 15 meilleurs grimpeurs français de l'histoire du Tour de France. C'était pour mon Polo, ça. Putain, mais on va pas la faire. On va pas la faire aujourd'hui. Les 15 meilleurs Thibaut Pinot. Les 15 meilleurs grimpeurs français de l'histoire. Voilà, c'est ça. Ah, les 15 meilleurs. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça, on va se le garder pour plus tard. J'avais un challenge aussi, c'était citer les 40 tennisman français en 1 minute et citer les 40 joueurs du PSG en 1 minute. Oh, mais ça, j'adore quand tu fais ça, là. Mais on va se le garder pour la semaine prochaine. On va passer au 5 à la suite direct parce qu'on manque de temps et on va aller vite. Voilà les thèmes, les gars, qui vous attendent. Ils vont s'afficher. Les champions de ski français, on a retrouvé en fin de questionnaire. Les grands duels de la Formule 1. Les sportifs qui se sont essayés à la chanson. Et puis cette nouvelle discipline que vous découvrez peut-être, mais que vous verrez peut-être un jour aux Jeux Olympiques, le wife carrying. Allez voir sur internet, vous ne serez pas déçus. On est ensemble. Là. Google Images. Ah, ok. On est ensemble. Voilà, vous êtes, oui, j'oublie toujours de préciser. Comment tu départages là pour ça? J'ai fait un pile ou face foireux ce matin dans une autre émission de grande qualité. Moi, je suis plutôt. Je vais laisser. Vous avez gagné la semaine dernière, non? Non, ils vont pas prendre le ski. Hein Pire, maintenant, on va prendre la chanson. Ouais. Eh ben, on part sur la chanson tout de suite avec vous, les amis. C'est parfait, c'est parfait. C'est parti, 5 minutes. Vous êtes prêts? On commence par une super facile. Mon père était footballeur, mon fils basketteur et moi j'ai eu, entre autres, le tube de l'été 91. Yannick Noah, c'est très bien. Footballeur à Saint-Etienne, je me suis reconverti dans la chanson avec un des tubes de l'été 89 qui atteindra la 2e place du top 50. Sonore? Non, c'était pas Luc Sonore. Jean-Pierre François. Dommage. Il a joué à Saint-Étienne? Il a joué à Saint-Étienne, Jean-Pierre François. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis Canadien et je commence à faire carrière dans le hockey au rempart de Québec, en 1980. Mais après une blessure au genou, j'ai choisi la pop pour devenir l'idole de millions de jeunes filles qui rêvaient d'être la fameuse Hélène. Rock voisine. Ouais, bravo. Tu leur as donné le point. Déjà dit Garou avant. T'avais dit Garou? Non. Garou, t'as mis ça? Celui-là est pas bon. Hein. J'ai fait un featuring avec Booba. Tony Parker. Oui. J'ai commencé dans les rangs du Real Madrid, mais un grave accident de voiture me laisse paralysé pendant plus d'1 an. J'opte alors pour la musique. Oh là là, je connais que lui, je sais que t'allais dire en plus. Je suis cassé. Mais non, mais pas du tout, c'est un vrai grand chanteur à l'époque. Il a joué avec Raymond Coppa et tout. Putain. Ouais, c'est ouf. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Il y a un chrono dans le truc ou pas? Que lui, comment j'ai oublié ça? C'est terrible. Faites vite, les gars. Oh, c'est un très grand chanteur. Oh là là, on va chanter l'espagnol. Vas-y, dis un truc là. Iglesias. T'as dit qui? Enrique Iglesias. Eh non, c'est faux, c'était Julio Iglesias. Ah non, mais attends, Enrique Iglesias, il aurait joué au Real, on l'aurait su. Il y a un chrono, il y a pas besoin. Ouais, non, ça va vite, t'inquiète pas, on a bientôt fini. Je suis une légende de l'athlétisme. Avant de marquer l'histoire des JO de Séoul, j'enregistre un titre intitulé Break It Up, dont le clip fera de moi la risée des États-Unis. À Séoul, non. Carl Lewis? Oui, c'est bon, il est bon. Allez. Je suis un handballeur aussi bon que fantasque. Avant un titre de champion du monde, je sors un double album Richardson. appelé Les Tabous, un champion bien moins à l'aise, Jackson. micro à la main, Jackson Richardson, en effet. Je savais pas. ça. C'est incroyable, écoute, c'est incroyable. Iglesias. Champion du monde 98, tout me réussit, je décide de me mettre à la musique. Grossière erreur, dans mon clip, je porte un pantalon en cuir moulant et un Marcel du plus bel effet. Ma prestation est proche du ridicule, les paroles aussi. Deux points ouvrez les guillemets, le frisson interdit des soupirs érotiques. Qui a chanté ça? Boli? Non, c'était Yuri Djorkaeff. Mais non, il a. Quel gardien? Ah non, j'ai pas entendu. Quel gardien? Attends, c'est quoi? Quel gardien qui s'est illustré dans une célèbre séance de tir au but dans les années 80 s'est découvert une âme de poète dans le titre Solitude. Cette sortie lui vaudra un passage sur le plateau de l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. Non, c'est Joël Batz. J'ai hésité à le mettre. Escargot.
Bah oui, Ouais. c'est bon. Ouais. Tu l'as dit? Non, solitude. Solitude. Ah ouais, moi, je Solitude. connaissais tu vois. pas. Quand même, c'est pour la Allez, un bâtard. allez, Une dernière. Quel pilote de F1 a enregistré incognito un album de R&B avant de tout faire pour empêcher la sortie? Malheureusement, un morceau est sorti, mais il n'a jamais avoué que c'était lui dessus. Lewis Hamilton, forcément. Alors les gars, vous étiez à, vous avez fait une passe de 2 et vous m'avez bien régalé. Je suis dégoûté, je connais. Rulio Ouais, j'ai Iglesias. pour l'escargot de Joël Batt. Il nous reste 2 minutes 54. Vas-y, Qu'est-ce que vous vas-y, décidez? Champion de ski. Le ski. Champion de Et ski, oui. c'est Antoine qui a proposé. Je Oui, suis content, messieurs, parce que ça j'étais me chaud régale. dessus aussi. Il faut qu'on la brûle, cette. J'avais hâte d'en découdre. On va vite. Je suis de nationalité norvégienne par ma mère, mais licencié à Courchevel où je découvre le ski. Champion du monde de combiné en 2019, je suis par ailleurs le seul skieur français de l'histoire à avoir remporté le petit globe de cristal du combiné Pinturo, alpin. Pinturo. Alexis Pinturo, N'hésitez pas à en dire la effet. méthode. Je suis champion olympique de biathlon en 2010 à Vancouver après avoir glané 2 victoires en Coupe du Monde. 2 ans après mon titre olympique, je mets un terme à ma carrière, me sentant en difficulté physique, j'avoue plus tard. Vincent Jay. Vincent Jay, tout à fait. Je suis une femme, première championne olympique de snowboard de l'histoire à Nagano en 98. Je remporte d'ailleurs 6 médailles d'or au championnat du monde de snow et 19 globes de cristal. Indice, mon nom est un bijou. Mon nom est un bijou. Collier, bracelet, bague. Non, mais j'aurais dit- Karine Ruby. Karine Ruby. Oh putain. Je suis le héros des J'aurais JO dû de l'avoir. Grenoble 1968, triple Killy, ouais. champion, Jean-Claude Killy. En 2001, je remporte le globe de cristal du Super G féminin. L'année suivante, alors que je me remets mon titre en jeu, je percute un entraîneur allemand Oui. alors que j'effectue Cavagnou. Régine Cavagnou, tout à fait décédée malheureusement. Je suis le premier champion olympique de ski acrobatique au JO d'Albertville en 92 et dont a popularisé ma Edgar discipline Gros-Piron. naissante. Gros-Piron, Edgar Gros-Piron, connu aussi pour son contrat avec Danone et ses pubs pour Gervais aux fruits. Nous sommes 2 sœurs, enfants de Val d'Isère. Nous avons marqué l'histoire des gens en remportant chacune une médaille d'or aux Jeux Olympiques 1964, ce qui poussera le général de Gaulle à nous décorer. Leur exploit développeront notamment la pratique du ski loisir et des Guachel. vacances. Guachel, ouais. Sœur Guachel. Les sœurs On est Guachel. à 4 mes amis. À la surprise générale, je deviens championne olympique de descente en 2002. Je deviens d'ailleurs la première skieuse française Oui, Carole championne. Montillet. Carole Montillet. Et ils l'ont fait. Le 5 à la suite, ouais, le ouais. titre qui va rester à ma droite. Merci les gars, Ah, bravo. faut même pas qui suis-je, on parle là-dessus. Ok, bon, très bien. Non, bah, très bien, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ben ouais, ben regarde, oui, là, on a pris. C'est la Formule 1. La Formule 1 nous prend c'est toujours rigolo, beaucoup la trop de Formule temps. On peut laisser 30 secondes après l'émission. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais C'est bon. vrai? Non, il faut même quitter le plateau avant. Bah oui, l'émission nous a dit. Merci les gars, merci Tom, merci Manolo. merci Polo, merci Antoine. Merci Tu reviens Manolo. quand tu veux. On a passé un super moment encore bien sûr sur le stream. Tout de suite c'est le récap et on se retrouve nous la semaine prochaine pour la DER de l'année 2021. Il faudra trouver un champion des champions, n'oubliez pas. Ah oui. Et bisous à Erwan surtout. Bisous à Erwan, reviens nous vite. Bisous, Erwan. PlayStation